Notre émission est avant tout une émission musicale, d'où son nom. C'est pourquoi, et en l'honneur de nos invités que nous sommes fiers de recevoir ce soir, Solid Rock sera teinté lutte sociale. Retour en studio, les studios de Radio B, dans Solid Rock. Donc ce soir, 3 invités, 3 cheminots en lutte, en grève. On va commencer par les présentations. Salut Émilie. Salut Fred. Bienvenue à Solid Rock, bienvenue dans les studios. Merci pour l'invitation. Ben voilà, je te laisse te présenter. Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Émilie. Je travaille à la SNCF depuis 18 ans. Je suis agent circulation aiguilleur des trains en gare de Bourg-en-Bresse, en 3-8. Je suis chargée de la surveillance des trains, donc au passage, et de traiter les problèmes ou les incidents techniques en appliquant des procédures de sécurité afin de pallier aux problèmes sans trop impacter la régularité des trains. Très bien, très bien, très bien. Deuxième invité, Stéphane. Salut Stéphane. Ouais, salut Philou, salut Fred, salut les auditeurs. Donc Stéphane, 20 ans de chemin de fer, je suis entre 98, une belle année, une année qui gagne, la dernière. Donc je suis, comme Émilie, agent de circulation à Bourg-en-Bresse. On gère les lignes de Bourg-Villars, Bourg-en-Berrieux, Bourg-Bellegarde, Bourg-Oyonnax, et on traite tous les incidents de circulation. Je suis également membre du syndicat CGT Cheminots de Bourg. Comme toi, Émilie. Oui, aussi, comme moi, Émilie. Voilà. Militante active. Stéphane est aussi un supporter de l'équipe de l'OL, je crois, non? Ah, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Et le troisième invité, c'est David. Salut David. Salut à tous, David. Donc, je suis conducteur de train à Bourg-en-Bresse. Et j'en profite pour vous remercier pour l'invitation. C'est très sympathique de votre part. On rentre dans une phase qui est délicate et cette émission est tout à fait la bienvenue pour pouvoir s'exprimer. Et je suis aussi supporter de l'OL. Ah, c'est très bien. Non, donc cette émission est faite justement pour ça, pour vous donner la parole, car à Radio B, la parole encore une fois est libre. Et on en a bien besoin par ces temps assez difficiles. Si vous voulez, on va commencer par ce qu'on appelle, ce que les journalistes appellent les fake news, donc info intox. Des petits trucs comme ça pour tout de suite mettre la température au bon niveau. David, tu touches des primes de charbon? La prime de charbon, chez moi, quand je fais chauffer la maison. Quand tu conduis ton train. Quand je conduis des trains, non, la prime de charbon, non. Moi, je suis conducteur depuis 23 ans maintenant. J'ai jamais eu ça. D'accord, intox. Alors bon, Émilie, Oui. tu es payée pendant les grèves? Non, bien sûr que non. Ouais. Nous ne sommes pas payés pendant les grèves. Bon, c'est bien. Non, mais on le dit, ça paraît ridicule pour les gens qui connaissent, mais on entend quand même des trucs comme ça à la radio continuellement. Hein. Tout à fait. Et à la télé surtout. Je peux dire que sur une journée de grève, je perds 55 €. Voilà, et c'est en fonction du salaire, je crois. Il y en a qui perdent plus, d'autres. Oui, ouais, bien sûr. Stéphane, aurais-tu 50 jours de congés payés par an? La boîte a dû oublier de m'en donner quelques-uns, je vais les réclamer. Non, tous les cheminots ont 28 jours de congés annuels. Voilà, comme tout le monde, on va dire. Comme tout le monde un peu, oui. Avec des RTT en plus, mais il n'y a surtout pas 50 jours de congés. Malheureusement. Voilà, tiens, David, on va revenir vers toi. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Les soins, tiens, vous avez tous les soins gratuits. Ah oui, je suis pas au courant. Voilà, d'accord. Donc non, moi je vais chez le médecin, je paye aussi. Et l'hôpital aussi, tu payes? Parce que j'ai entendu aussi que c'est comme les autres. Hein. Voilà, d'accord. Non, Il n'y a rien de particulier là-dessus. Non, c'est bon à savoir alors. Émilie, un salaire moyen des cheminots, 3 000 €, ça a été annoncé? Oui, ça a été annoncé, mais c'est faux, ouais, bien sûr. Et c'est brut, je crois. Tout à fait. C'est des chiffres qui ont été annoncés bruts, 3 000 € brut de moyenne. En sachant que c'est d'une moyenne, donc au chemin de fer, les salaires vont de 1 200 € au départ. La moyenne médian, on va dire que c'est 2 000 € à peu près. Comme ça. D'accord. Toujours difficile de dire une moyenne. Oui, il suffit que quelqu'un gagne 50 000 € pour... Oui, ou 450 000 par an, par exemple, que notre président. Voilà. Parce que 450 000 € par an, évidemment. Ouais. Des cadres supérieurs, il y en a beaucoup. Hein. On fait des moyennes, c'est vrai, mais la plupart des gens que rencontrent les usagers dans les gares, que ce soit sur les quais, dans les trains, que ce soit les contrôleurs, conducteurs, on n'est pas dans ces prix-là, quoi.
Moi, personnellement, je gagne 2000 € et j'ai un travail, c'est équivalent à un bac plus 3, bac plus 4. Avec les dimanches et fêtes et toutes ces... Dimanche, jours fériés, les nuits. Tiens, d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure, les dimanches, vous êtes... Ah oui, j'ai vérifié bien avant payé. de partir et j'ai eu un choc. J'avais pas fait gaffe que 1 heure de dimanche, c'était 4,50 €. Voilà. Donc, et on récupère pas, bien sûr. Le dimanche, pour nous, est un jour comme un autre, comme un lundi, comme un mardi. On ne récupère pas de jour derrière. Et puis en parlant des moyennes, ça me rappelle une petite blague, c'était Philippe Val qui avait sorti ça. Pour parler donc de l'utilité des moyennes, si on prend un gars, on lui met la tête dans un four à 100 degrés et les fesses dans un congélateur à moins 25. Si on prend sa température moyenne, il sera vivant, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, un petit dernier truc, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui se plaignait en gare. Là, il disait les trains passent, il y a toujours des gens, des cheminots le long des voies et ils font jamais rien. Ouais. Tu peux en toucher un mot, Stéphane, tiens. Oh oui, bah c'est généralement ils sont habillés en orange et c'est les gens, on les appelle les agents voies, c'est les gens qui font l'entretien des voies. Mais malheureusement, quand le train passe, ils sont obligés de s'écarter des voies, donc c'est pour ça, ils attendent que le train passe pour s'occuper de la voie. Voilà, donc ils attendent. Ça serait un très bon moyen pour réduire le chômage si on les laissait sur les voies quand les trains passent, mais ça y viendra peut-être. Bon, bah voilà, donc c'était une petite séance info intox. Bon, après on va rentrer dans le vif du sujet, c'était pour détendre l'atmosphère et puis bon, pour casser un petit peu toutes ces idées reçues qui sont vraiment... c'est vraiment dommage qu'on entende des choses encore comme ça dans les médias télévisuels, audiovisuels, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est fréquent. Alors je parle même pas des réseaux sociaux, parce que là c'est compliqué. Ouais. Là, il y a du mal à voir des cheminots, on parle d'une réforme, mais on voit pas beaucoup de cheminots à la télé. Qui explique, voilà. Ouais, c'est pour ça que nous, on a un peu de mal, on s'excuse, on est un peu amateur, on n'a pas l'habitude d'avoir la parole. Oui, mais la parole, elle est vraie, c'est quand même le plus important, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Alors, David, toi qui es conducteur de train, je le rappelle, comment on en arrive à une grève comme ça? Pourquoi la grève? Alors une grève, on arrive au bout d'un processus en fait. Bon, voilà, quand l'entreprise et les salariés ne sont pas d'accord, les salariés déposent ça s'appelle une demande de concertation immédiate, c'est-à-dire qu'ils veulent rencontrer les dirigeants, et c'est à ce moment-là que les problématiques sont posées sur la table. Donc là, c'est le moment de s'exprimer, et pour les salariés et pour la direction. À la suite de ça, il est fait un compte-rendu avec les points d'accord, les points de désaccord. Et s'il y a des points de désaccord, à ce moment-là, on est engagé dans un système qui nous emmène à une vingtaine de jours à peu près, après cette première rencontre. Et pendant ces 20 jours, on peut toujours se rencontrer avec l'entreprise et puis voir si on peut améliorer des choses ou pas. Si nous sommes toujours dans l'échec de discussion, à ce moment-là, les syndicats posent un préavis de grève. Et le préavis de grève donc, est annoncé suffisamment à l'avance pour donc évidemment faire pression sur l'employeur. Et si jamais il n'y a aucun bouger du côté des employeurs, à ce moment-là, on arrive à la grève. Qui est vraiment le dernier recours, qui est un échec pour tout le monde, puisque c'est l'échec des négociations, c'est l'échec des discussions, c'est la perte de salaire pour les agents du chemin de fer, hein, pour tous les agents. Et ça engage ensuite les usagers, évidemment, qui, eux, ne peuvent pas prendre le train, ne pourront pas prendre le train, suite à ces échecs de discussion. Mais pour un mouvement comme celui-là, par exemple, les discussions devaient sûrement être compliquées, vu que quand un gouvernement annonce dès le départ qu'il ne bougera pas et puis que la réforme va passer, finalement, toute cette discussion, ces 20 jours, comme tu parlais tous, ça sert à quoi alors finalement? Puisque la direction SNCF donc n'a pas la mainmise finalement alors. Bah là pour le coup ça a servi à rien du tout, puisque là tout le monde a bien senti, on parle d'ordonnance, hein, donc ça veut dire qu'on veut imposer les choses, hein, c'est pas qu'on veut discuter, là il n'est pas question de négociation, hein, jusqu'à maintenant, qu'on soit bien d'accord, les mots qui sont employés et les mots ont un sens, on parle de concertation. Concertation, c'est je vous écoute et c'est tout. Une négociation, c'est entre deux parties.
tout le monde a déjà fait une négociation pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter un peu n'importe quoi. On peut négocier. Et négocier, c'est deux parties qui discutent et qui peuvent faire un pas en avant pour trouver un compromis et sortir ensuite avec une négo réussie, quoi. Là, on n'est pas du tout dans les négociations. Là, on nous impose les choses. Ok, donc on a bien entendu, c'est assez compliqué de devoir discuter avec des gens qui veulent pas discuter, quoi, c'est ça le problème. Et ce que je voulais rajouter, c'est donc dans ce système, donc dans cette grève là, actuellement, on voit bien que, tout le monde a constaté qu'il y avait un calendrier et qu'on était parti sur 3 mois. Ces modalités ont été décidées par plusieurs syndicats. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une grève est un échec surtout pour l'usager qui ne peut pas prendre le train. Et on a essayé de faire quelque chose de nouveau, d'innovant, pour péjorer le moins possible les usagers. Et donc, il y a eu un calendrier d'édité, vous l'avez sans doute entendu ou vu. C'est 2 jours de grève suivis de 3 jours de travail qui sont suivis à nouveau de 2 jours de grève et ainsi de suite. Et le tout s'étale sur 3 mois. Voilà. D'accord. Allez, alors on va continuer sur notre sujet. Vous êtes toujours sur Radio B, vous êtes dans Solid Rock. La parole est aux grévistes, aux cheminots grévistes qu'on soutient. Et Stéphane, parle-nous un peu de cette réforme, alors, cette fameuse réforme. Cette fameuse réforme que tout le monde parle et on ne sait pas trop ce que le gouvernement a présenté. Alors en fait, dans cette réforme, il n'y a que 2 points exactement. Le premier, il s'agit de la transformation de la SNCF, qui est pour l'instant un EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial. Et c'est de transformer cette société en société anonyme, avec à terme la possibilité d'en vendre des parts. Donc, comme la Poste, je te coupe, mais ils ont comme fait ça la pour Poste, Poste, comme EDF, le gaz, un peu tout. Ouais, il ne reste plus que SNCF finalement. En fait, on est les derniers. D'accord. Donc, c'est pour nous transformer, nous privatiser. Ça, c'est le premier point de la réforme. Le deuxième point, c'est pour l'ouverture à la concurrence et la multiplication des acteurs. Voilà, c'est les 2 points que contient la réforme. Et dans cette réforme, aucun point sur les usagers, leurs soucis, leurs problèmes, ni sur les cheminots, bien sûr. Les conditions de travail des cheminots sont les conditions de circulation des usagers, bien sûr. C'est un gage de sécurité, je pense que c'est quand même là qu'il faut... Ouais, tout à fait. Si je voulais vous parler un petit peu de savoir ce qu'est un EPIC, parce que la SNCF est un EPIC. Alors, un EPIC, depuis 1982, en fait, a été transformé en EPIC. L'important d'un EPIC, le sujet principal, c'était ça avait un but, la SNCF se transforme ça, c'était pour que les gens puissent se déplacer dans des conditions d'accès raisonnables, de qualité et de prix, ainsi que de coûts pour la collectivité, notamment par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public. D'accord, donc c'est ce qu'on remet en cause, si j'ai bien compris, avec la société anonyme. Ouais, tout à fait. Et en fait, la SNCF, c'est quand même c'est un enjeu important qui concerne l'ensemble des usagers et plus encore l'ensemble des citoyens. C'est un service d'intérêt général, on peut dire, pour la citoyenneté. Je pourrais rajouter que ce changement de statut juridique de la SNCF en société anonyme est un changement obligatoire pour justement permettre à une entreprise d'ouvrir à la concurrence. Donc, je dirais ce n'est pas anodin, ce changement cette réforme, C'est vraiment pour permettre l'ouverture à la concurrence et à terme privatiser. Et j'ai entendu, c'est hier, j'ai discuté avec un conducteur de train, Nico, je ne sais pas s'il nous écoute, il me parlait de la concurrence, il me disait un truc vrai, que je n'avais pas pensé, c'est qu'on parle de concurrence et on compare ça au téléphone, par exemple, l'ouverture, ça fait baisser les prix et tout. Il me disait, si on prend par exemple la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse, si jamais elle est privatisée, il n'y aura pas de concurrence, ce sera juste la SNCF qui sera remplacée par une boîte privée en fait. Les gens n'auront pas le choix de prendre un train SNCF et le lendemain un train je ne sais où et compagnie. Donc c'est quand même une concurrence assez particulière, c'est un petit peu comme l'électricité où il n'y a pas eu de... Ah oui, les lignes seront... en fait, ce sera des lots de lignes qui seront vendus à un seul opérateur. Voilà, donc les gens qui voudront faire Bourg-Lyon, par exemple partir à 7h du matin, ils n'auront pas le choix de 3 opérateurs différents. Il y aura un seul opérateur avec le même matériel. Il n'y a que le nom qui changera sur le train.
Et oui, on peut rajouter, c'est ce que le gouvernement veut faire passer un peu à l'opinion publique et aux usagers, c'est que le fait que la concurrence arrive, ça va améliorer les choses. Mais il y aura le choix, etc. Mais non, comme on vient et que les prix vont baisser. Mais comme on vient de l'entendre, sur une ligne comme Bourg-Lyon, par exemple, il n'y aura qu'un seul opérateur. Et donc, un seul opérateur, bon, évidemment, il va faire comme beaucoup, c'est ce qu'on a déjà vu, il va faire des prix d'appel. Mais ensuite, il sera tout seul. Il va bien faire ce qu'il veut, comme il l'entend. Et il va faire rouler les trains comme il l'entend. Ouais, l'État va se désengager carrément des lignes régionales, en fait, et laisser les régions lancer des appels d'offres. On connaît les finances des régions, on sait qu'ils prendront forcément ouverture le moins cher. Et quand on dit moins cher, on dit moins de qualité, moins de sécurité. Voilà. Oui, et puis les entreprises privées qui gagneront les parts de marché, elles vont réfléchir, elles vont regarder les lignes les plus rentables. Donc on se pose la question de savoir que vont devenir les autres lignes qui ne vont pas intéresser ces entreprises-là, quoi. Donc sur le sujet des 9000 km de petites lignes qui, d'après le gouvernement, ne seraient pas menacées, ou du moins ont été retirées du rapport, n'ont pas été pris en compte dans le rapport Spinetta par le gouvernement, on peut émettre des doutes à ce sujet-là, quoi. Ouais, sur notre région, on a déjà eu une fermeture de ligne, la ligne Oyonnax à Saint-Claude, qui a fermé en fin d'année dernière. Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur la ligne Bourg-Oyonnax, qui est forcément une ligne non rentable, comme on peut dire. Mais est-ce que transporter les enfants, les gens qui vont travailler, doit être rentable? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, est-ce qu'un service public doit être rentable? Et non, on est tous persuadés que non. On voit bien ce qui se passe dans les hôpitaux, dans tous les services publics. On veut faire de la rentabilité, donc on va supprimer tous les services de proximité, on va supprimer des lits dans les hôpitaux dans le but de rentabiliser au maximum, mais il faut voir les conditions de travail derrière qui se détériorent, quoi. J'ai lisé un article il n'y a pas longtemps, c'était sur les EHPAD et tout. Il y avait des EHPAD privés, il y a des actionnaires, et ils appellent ça l'or gris. C'est terrible. Ouais. Ah oui. C'est terrible. Bien sûr, oui, parce que les sociétés, évidemment, elles sont là pour rémunérer leurs actionnaires. Elles ne sont pas là pour un service public. Le service public, c'est forcément géré par l'État, mais non pas par des sociétés privées. Un service public, par définition, on ne parle pas de rentabilité. On parle d'équilibrer les comptes, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est l'égalité d'accès ou aux soins ou au transport pour l'ensemble des citoyens partout en France. Voilà, c'est pas plus que ça. On a aussi eu un message d'auditeurs, on a des messages d'auditeurs comme d'habitude. Il y a Philippe qui nous écoute toujours de Reims qui rebondit sur ce que tu disais. Lui, il travaille dans les autoroutes, c'est pareil, privatisation des autoroutes, ils ont vécu ça. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des autoroutes. Non, on ne parle pas des autoroutes, mais... oui. Il y a de l'argent là sur les autoroutes. Ouais, tout à fait. Alors donc, vous avez bien expliqué d'abord comment vous êtes arrivé en grève, ensuite cette réforme. Maintenant, est-ce que vous avez des propositions? Comment ça se passe? Bien donc... Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas pour une réforme qui est imposée par le gouvernement. Il y a des concertations qui sont faites avec les organisations syndicales. Ces organisations syndicales sont d'accord pour une réforme, mais pas celle du gouvernement. Et pour cela, elles ont une plateforme commune qui parle de 8 revendications. Et donc, ces revendications sont faites dans le but de, justement, améliorer l'organisation de la SNCF et de trouver des solutions pour améliorer ce service public qui a été mis à mal déjà depuis quelques années. Et ça vient donc des gens du terrain, c'est contrairement à les réformes qui viennent de technocrates. Ça vient du terrain et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu les 4 organisations syndicales unies dans une lutte. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette réforme, elle est pas bonne, quoi. Elle est pas bonne et que là, maintenant, il faut vraiment que le gouvernement se mette autour de la table et nous écoute.
parce qu'ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Oui, exactement. Bon, a priori, il a peut-être changé d'avis, puisqu'il a décidé de recevoir les organisations syndicales le 7 mai. Oui, alors là, apparemment, il y a quand même un bon retour en arrière, parce que malgré ce que disent encore une fois les politiques, pour aller voir certains médias, il a bien reculé là, non? Parce qu'il vous avait bien dit qu'il... il y a une semaine, il ne voulait pas du tout nous entendre parler de nous. Hein. Bon, il a encore un petit peu essayé de séparer les OS, puisqu'il reçoit les organisations syndicales séparément. On se demande pourquoi. Oui, divisé pour mieux régner. Oui. Alors c'est vrai que la SNCF, elle a besoin d'une vraie réforme. Alors nous, la CGT et les autres OS, on le dit depuis des années que la séparation par activité, les investissements qui sont faits sur le TGV, non pas sur les lignes TER, les réductions de personnel, il y a des choses qui vont pas. Et là, comme par hasard, il y a 2 mois, tout allait bien pour notre direction. La SNCF était la meilleure entreprise du monde. Et d'un coup, il faut tout changer. Tout ce que la direction nous a imposé pendant une quinzaine d'années, que nous critiquions, la direction reconnaît qu'elle était dans le mur, que c'était pas ce qu'il fallait faire, ça marche pas. Et d'un coup, il faut tout changer. Bon, on évite de changer avec les principaux intéressés, les usagers et les cheminots. Hein. C'est quand même bizarroïde, on ne demande pas aux principaux intéressés ce qu'ils veulent comme réforme. Hein. Et pour le changement, je sais pas, peut-être qu'Émilie, on en a parlé tout à l'heure, il y a un truc qui est sidérant qu'on ne parle pas, c'est la ministre qui parlait au départ avec les organisations syndicales. Il se trouve que notre ministre des Transports, Elisabeth Borne, a été directrice de la stratégie SNCF de 2002 à 2007. Alors, donc ça veut dire que déjà à cette époque-là, elle était au sein de la SNCF. Et qu'elle a apporté... à la stratégie, alors, apparemment. Voilà, à la stratégie. Donc, ça veut dire que, finalement, la stratégie n'était pas si bonne que ça. Donc, elle revient sur... Donc, elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle avait fait. Avec tout ce qu'elle avait fait avant. Alors, moi, je pose une seule question. Comment peut-on faire confiance au gouvernement pour cette réforme, alors que ces mêmes personnes, donc, elles ont contribué, finalement, à l'état actuel de la SNCF. C'est incroyable. Pour parler un petit peu de notre région, ce qui concerne Bourg-en-Bresse et le département de l'Ain, en 10-15 ans, là, on a eu un nombre de suppressions de guichets et d'ouverture de gares. C'est impressionnant. Je vais vous faire une petite liste des gares qui ont été fermées depuis 2005. On a eu la fermeture de Nurieux, Tenay, Césaria, Villereversure, Pondin, Vona, Verrieux, Saint-André-de-Corcy, Meximieux, Montluel. Voilà. Mais il y a des gens qui habitent là-bas ? J'y vais pas souvent, mais je pense, oui. Et soi-disant, on lutte contre les déserts, comment ils s'appellent, ruraux, hein, tout ça, c'est incroyable. C'est comme les postes. De toute façon, on parlait de la poste tout à l'heure, qu'on a transformé en société anonyme. Et il n'y a plus de poste nulle part. Maintenant, il faut aller à la boulangerie pour envoyer des lettres. Donc, Et puis là, ce qui s'est passé l'an dernier avec les guichets sur Bourg-en-Bresse, la direction a trouvé le moyen de fermer encore des guichets, mais surtout de réduire les horaires d'ouverture et d'ouvrir les guichets après les départs des premiers trains, là où il y a le plus de monde, et de fermer les guichets avant le retour des trains. Donc, j'ai du mal à expliquer... Il y a un vieux dicton qui dit quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Oui. Donc, pour rebondir un petit peu là-dessus, de tous ces exemples-là, les cheminots qui sont sur le terrain le constatent depuis des années. On n'est pas une entreprise qui fonctionne correctement. Il y a beaucoup de choses qui sont à modifier. Et nous faisons des propositions. Nous avons des propositions pour améliorer les choses. Parce que ce qui nous intéresse, c'est avoir un fonctionnement efficace. Notre métier, c'est faire rouler des trains et transporter les gens à l'heure, en sécurité, d'un point A à un point B. C'est ça notre leitmotiv. Et nous, on se bat là-dessus, tout le temps, tous les jours. Et on est face à un mur. Alors là, depuis pas longtemps, là, on vient de nous expliquer que l'organisation qui était actuelle n'est pas la bonne et qu'il faut en changer. Ça tombe bien, et il y a des syndicats qui, il y a une vingtaine d'années, avec la création de RFF, disaient déjà « Non, cette organisation ne va pas faire. Ça ne va pas aller. » Bon, là, maintenant, on se rend compte, ils reviennent un peu sur leur position et ils nous expliquent qu'effectivement, ça ne va pas. Bon, on va faire une société anonyme maintenant. Bon. Ils y vont fort quand même. Hein. Ils reviennent facilement sur leurs décisions qui n'étaient pas celles-là hier et qui les sont aujourd'hui. Bon. Oui, et puis moi, je voudrais rajouter qu'on ne parle jamais, d'ailleurs, dans cette réforme de
de l'aspect environnemental au final. Et qu'on constate que depuis l'ouverture à la concurrence du fret, 2006 au niveau national, il y a de plus en plus de camions sur les routes. Et ça, je pense que les gens, ils s'en sont rendus compte. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé que le fret était ouvert en France à la concurrence depuis une dizaine d'années. Ouais, on va en parler là. Et oui, c'est bien Solid Rock, vous êtes sur Radio B. Ce soir, une émission spéciale en soutien aux cheminots grévistes. Encore une fois, nous ne sommes pas neutres. Nous sommes avec eux. Donc évidemment, on le dit sur notre présentation sur Internet, Philou l'avait marqué, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des politologues et tout, on est des citoyens engagés. On a parlé du fret, ça m'interloquait un peu ce que vous disiez. Oui, donc le fret a été privatisé, filialisé en tout point, privatisé, oui. Et il y a de moins en moins, finalement, il y a de plus en plus de camions. Eh ben oui. Tout à l'heure, on a parlé du fret. Donc le fret, c'est un bon exemple. Donc c'est un exemple concret. Donc parlons de ce fret. Donc le fret a été ouvert à la concurrence il y a une dizaine d'années. Et nous avait vendu ça, le gouvernement nous avait vendu ça, le bénéfice pour la société allait être considérable, il y allait avoir moins de camions sur les routes, moins d'accidents, une société plus écolo. Et en 2018, on peut faire le constat, rien de tout cela n'est arrivé. Eh non, rien du tout. Le transport de marchandises a baissé, chose incroyable. Dans notre société où on a des livraisons partout dans tous les sens, les marchandises n'ont jamais été aussi nombreuses. Eh bien si, en France, le transport de marchandises par rail a baissé. Oui, j'ai peut-être un chiffre, j'ai même un chiffre, c'est passé de 55 millions de tonnes par an à 10 tonnes, à moins de 10 tonnes par an. C'est effarant. Dans une société où on veut parler d'écologie, là, en ce moment, il y a le 80 km par heure qui est sur les routes. Là, en ce moment, ça a été voté, c'est même pas en débat, ça a été voté. Voilà, quelque chose qui pourrait changer la société, c'est mettre les camions sur les rails. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez le premier transporteur routier par hasard en France ? Oui. Ah oui. Tu peux le dire à nos auditeurs ? Mais avec plaisir. Il se trouve que c'est Géodis, et Géodis, c'est une filiale de la SNCF. Ou du groupe SNCF, on peut dire maintenant groupe SNCF, c'est énorme, c'est 1200 filiales, c'est énorme. C'est un groupe. Tiens, j'ai un petit mot, juste une petite parenthèse d'un auditeur qui était par les autoroutes. Je lis son mail parce que c'est sympa. Ne faites pas confiance au gouvernement. Nous autres, dans les autoroutes, on nous a expliqué que ce serait mieux, une ouverture de capital, et que jamais on ne serait privatisé. Ensuite, on nous a privatisé, mais on nous a dit que l'État resterait actionnaire. Aujourd'hui, ce sont des actionnaires espagnols à 100%. Et aujourd'hui, on est moitié moins pour faire le même boulot. Voilà, un témoignage en direct. Ouais. On est mal. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Oui, et puis ce qui est d'autant plus étonnant, on parle donc d'écologie, tout ça, et puis il se trouve que notre ministre des Transports, donc Elisabeth Borne, a été en 2014 la directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministre de l'écologie. Elle cumule, elle, alors. Ouais. Donc, fait beaucoup de choses, cette dame. Elle semble fait beaucoup de choses, mais c'est pas très... C'est un peu contradictoire, on va dire. Sur notre région, au niveau du fret, on a 2-3 opérateurs importants. On a Europort et ECR, c'est les deux qu'on voit beaucoup passer à Bourg-en-Bresse. Alors il faut savoir que chez ECR, ils licencient à tour de bras en ce moment. Et Europort, les actionnaires sont en train de réfléchir de carrément arrêter le transport de fret. Et ben voilà. Ça fera encore plus de camions. Oui, on se retrouve toujours, c'est une volonté du gouvernement. Voilà. Et pourquoi ils arrêtent ? C'est parce que le gouvernement n'aide pas. Oui, parce que s'il y avait du pognon à prendre, t'inquiète pas qu'il resterait. Pourtant, à leur arrivée à l'ouverture de la concurrence sur Bourg-en-Bresse, la direction SNCF a fait le maximum pour les faciliter leur arrivée. Ce sont les agents SNCF qui ont formé la concurrence sur le site de Bourg-en-Bresse. Je remercie nos dirigeants, nos chers DPX qui s'en sont bien occupés. Oui, c'est vrai, on s'en souvient tous. Tous nos cadres qui avaient de l'expérience sont partis à la concurrence pour former nos concurrents. Et il y en a même qui sont revenus.
Eh oui. D'où Jésus. En tout cas, par rapport à tout ça, on est bien loin des promesses de la COP21 qui s'était passée au sujet de l'environnement. On en est très très loin. Les choix politiques ne vont pas dans ce sens aujourd'hui. Les camions pour le fret et puis donc Stéphane en parlait tout à l'heure, les bus, je suppose, pour le train, puisque si on ferme des lignes, on va mettre des bus. On mettra des bus à la place, et c'est ce qui a été le cas pour la ligne Oyonnax-Saint-Claude qui a été supprimée en décembre 2017. Ce sont des bus maintenant qui font les trajets. Oui, parce que là, justement, on peut peut-être préciser pour nos auditeurs que TER, ça ne veut pas dire train express régional, mais transport express régional. Et que l'entreprise, le groupe SNCF, met souvent des bus. Et pour elle, le transport est assuré. Enfin, c'est les régions qui gèrent tout ça maintenant, mais le T de TER, ça veut bien dire transport. Hein. Donc ça peut être ou un train ou un bus. Allez, à qui je donne la parole ? Allez, David. Alors moi, je voudrais commencer par une citation. Je vais citer Édouard Philippe. Bon, je préférais Champ-Ferrat, tu me diras maintenant. Oui, mais bon, on n'est pas là pour parler de choses agréables, forcément. Tu aimes la philosophie, donc. Oh, c'est passé sur France Inter le 5 avril. Donc, notre Premier ministre disait « L'entreprise SNCF n'est pas à la hauteur de ce que les Français sont en droit d'attendre d'elle, ni dans son fonctionnement financier, ni dans son fonctionnement opérationnel. » Alors, c'est très bien. Il se trouve que nous aussi, cheminots, on est d'accord avec lui. Incroyable. On a un point commun. On en a même deux. Le fonctionnement financier. Donc là, on parle de la dette. Donc là, on peut en parler de la dette. Cette dette, elle a une cinquantaine de milliards, on va dire. Hein. On va arrondir. Et d'où elle vient, cette dette ? Eh bien, tout le monde le sait, hein, que ce soit notre président de la République, tous les membres du gouvernement, tous nos cadres supérieurs à la SNCF, cette dette vient des années 80, quand, sur injonction, je veux dire, du gouvernement, notre entreprise a lancé le TGV. Voilà, c'est le départ de l'ère TGV. Si je peux te rebondir dessus, David, moi j'ai deux lignes, rien que deux exemples. On a la ligne TGV Nîmes-Montpellier. Hein, et ben il n'y a que 4 TGV par jour. On a construit une ligne pour 4 TGV par jour. Bon, je ne vois pas trop l'utilité. On peut parler aussi peut-être de la ligne LGV Tours-Bordeaux, hein, pour M. Juppé. Donc c'est un partenariat, et pour M. Vinci bien sûr. C'est un partenariat privé, dont on sait genre d'organisation. Et Vinci a obtenu le contrat. Mais Vinci a engagé que 772 millions d'euros sur les 8 milliards qui ont été nécessaires à la construction de cette ligne. Donc on va dire qu'il y a 7 milliards par la communauté, par nous. C'est ce qu'on appelle les PPP. Mais c'est Vinci qui... Voilà, c'est ça. Mais c'est Vinci qui touchera les dividendes. Ah ouais, il y a beaucoup de choses autour de ce TGV. Hein. Donc notre dette, là, donc, ça a commencé à se creuser à ce moment-là, parce qu'il a fallu aménager le territoire, il a fallu faire un maillage de lignes à grande vitesse. Et ça coûte du pognon. Et qui c'est qui a versé le pognon ? Eh bien, c'est l'entreprise, c'est SNCF, qui a fait des prêts. Qui a emprunté, oui. Qui a emprunté. Donc à ce moment-là, comme tout bon emprunteur que nous sommes, que vous êtes, comme à la consommation, hein, on emprunte de l'argent, mais derrière il y a des intérêts. Et il peut y en avoir beaucoup quand les chiffres sont importants. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons on a joué un rôle, l'entreprise SNCF a joué un rôle que l'État aurait dû assumer, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Comme l'État a fait pour les autoroutes finalement. La facilité de circuler sur les autoroutes, c'est l'État qui l'a pris en charge et maintenant elle l'a vendu. Donc voilà, maintenant là c'est alors que ça rapporte énormément d'argent. C'est clair, et pour le rail, eh bien, c'est la même chose, sauf que là, c'est resté. Et donc, on a cumulé. Et là, tous les gouvernements le savent très bien. Et ils l'ont bien gardé au chaud, ça. Ils l'ont bien gardé au chaud. Et oui, évidemment, parce qu'il y a aussi l'Europe, il y a aussi Bruxelles, il y a aussi ces 3%. Donc, il ne fallait pas surtout la reprendre. D'ailleurs, là, notre gouvernement, il se pose la question. Qu'est-ce que je fais ? Je vais en reprendre une partie. On voit bien qu'il y a un petit peu un chantage. J'en prends un peu, j'en prends beaucoup, mais comment je vais faire avec ces 3% ? Parce que je me suis engagé côté Bruxelles. Mais la réalité, c'est qu'on veut faire payer aux cheminots, et puis en mettant ça sur le dos de la productivité, qu'il faut produire plus. Mais non, ce n'est pas le rôle. Cette dette-là, l'État devrait la reprendre intégralement. D'ailleurs, ça fait partie de la plateforme
des 8 points des 4 syndicats, la plateforme commune. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'économistes et pour beaucoup de gens, cette dette-là devrait être prise par le gouvernement. Et puis quand il a fallu trouver quelques milliards pour les banques il y a quelques années, je crois qu'on n'a pas demandé l'avis aux gens et puis il n'y a pas eu tant de publicité, me semble-t-il, non Et puis ils les ont trouvés. Hein. Et ils les ont trouvés, sans problème. Voilà. Et puis il nous parle souvent de l'Allemagne, mais il faut savoir qu'en Allemagne, l'État fédéral a repris 35 milliards d'euros de dette. Voilà. Et on peut parler aussi de l'Angleterre, le chemin de fer anglais qui sont en train de renationaliser apparemment. Oui, une partie. Oui, en fait, début janvier, là, ils ont demandé l'avis aux Anglais et à 67%, les Anglais sont pour la renationalisation des chemins de fer anglais. Et pourquoi ? Eh ben alors parce que justement, ça doit marcher trop bien. La privatisation ne marche pas. Ils ont eu des augmentations de tarifs de 117%. Ça leur coûte sur leur budget mensuel 26%, il me semble, alors que nous, en France, des abonnements de transport, etc., ne coûtent sur le budget mensuel 2 ou 3%. Donc, voilà. Si on rajoute les quelques accidents. Oui, les quelques accidents, lors de la maintenance des voies, enfin des agents qui sont morts parce que les conditions de travail se sont dégradées et qui devaient à tout prix faire les travaux sur les voies pendant que les trains circulent. Enfin, je dis pas que... Il y avait un beau film. Ils ont jeté sur les trains. J'allais rebondir là-dessus. Vas-y, Fred. The Navigators, un film de Ken Loach, qui est sorti là-dessus, que je vous engage à voir. On peut le trouver, je pense, facilement maintenant. Et c'est exactement ça, quoi. Il y a un exemple concret. Il y a des agents qui doivent intervenir sur une voie. Et prenons l'exemple en France. En France, si des agents doivent intervenir sur une voie, il va y avoir un agent qui va regarder à droite et qui va ne faire que ça pour voir ce qui se passe. Et puis, pareil de l'autre côté. Donc, il y a 2 agents supplémentaires ou quelque chose comme ça. Et en Angleterre, il n'y a plus ces gens-là. Donc, les gens doivent travailler et en même temps surveiller pour leur sécurité. Bon, c'est quand même pas difficile à comprendre que c'est compliqué. Au bout d'un moment, il y a l'accident dramatique. Et puis, c'est là que ça... Voilà, exactement. Et après, on va se plaindre. Mais c'est encore une fois la suppression de personnel. Ouais. Comme partout. Oui, c'est ça. Je peux vous parler d'un exemple sur Bourg, sur l'investissement sur Bourg, parce qu'on est quand même sur Radio B, donc on va parler absolument de Bourg-en-Bresse. Et dans Solid Rock. Donc sur Bourg-en-Bresse, on regarde Bourg-en-Bresse, il a fallu changer un appareil de voix. Donc, et quand on change un appareil de voix sur Bourg-en-Bresse, maintenant, toutes les pièces de l'appareil de voix sont commandées dans des boîtes privées, mais seulement, c'est pas une boîte qui fait l'appareil de voix, c'est une dizaine de boîtes qui fait un morceau de l'appareil de voix. L'appareil de voix, c'est ce qui permet d'aller à droite, à gauche d'un train. Les aiguillages. Les aiguillages. Et donc, on a commandé cette pièce, donc il y a plusieurs morceaux qui sont arrivés, ils ont tout assemblé. Une boîte privée également a installé l'appareil de voix sous le poste d'aiguillage. Et au bout d'une semaine, on s'est rendu compte que l'appareil de voix ne fonctionnait pas. Et pendant 2 ans, il y a un itinéraire qu'on n'a pas pu faire en gare de Bourg-en-Bresse, où les trains ne pouvaient plus aller sur la voie C en gare de Bourg-en-Bresse, avec toutes les conséquences sur le trafic. Et le retard. Et le problème, c'est que quand il a fallu demander des comptes parce que bien sûr, quand on achète quelque chose et que c'est défectueux, normalement, on se fait rembourser. Eh bien, il n'y a pas eu moyen de se faire rembourser, tellement il y avait de pièces qui étaient fabriquées un peu de partout. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la SNCF, là, tout ce qui est maintenance des infrastructures, donc les voies, c'est de plus en plus sous-traité. Sous-traité à des entreprises privées qui n'ont pas la même formation que des agents SNCF et que la plupart du temps, je dirais même tout le temps, dès que ces entreprises-là font les réparations, la maintenance, les agents SNCF doivent derrière rattraper les erreurs parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est affolant. Hein. Juste à titre indicatif, au chemin de fer, sur la maintenance, on peut aller jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance. Ah, vous avez bien entendu. 7 niveaux de sous-traitance. Je vais donner la parole à Stéphane. Eh oui, je vais vous parler un petit peu du statut. On entend beaucoup parler, ça fait rêver, parler, fantasmer même. Donc je conseille à tous ceux qui veulent emballer de dire qu'ils sont aux cheminots et au statut. Voyez, ça marche super bien. Non, le statut, c'est vrai que chez nous, en fait, un statut, c'est un ensemble de dispositions qui encadrent le contrat de travail, tout simplement, permanent des cheminots. Ça reprend la réglementation du travail, la rémunération, les congés, le régime de retraite.
Finalement, c'est une convention collective. On peut appeler ça une convention collective. Puisqu'il n'y a que les cheminots, donc c'est... Voilà, on appelle ça statut, mais on pourrait appeler ça convention collective. C'est la même chose. Tout à fait. Tout le monde chaque entreprise a des conventions collectives avec dedans des dispositions qui portent des points spécifiques à chaque entreprise et puis où il y a des avantages, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et il faut souligner quand même que les droits des cheminots, parfois, même dans de nombreux cas, ils sont moins favorables que dans le droit commun. Notamment le travail de nuit, pour les repos compensateurs, dans le droit commun, c'est 270 heures. Alors, la SNCF, ce seuil, il est plus élevé que ça. Donc ce n'est pas toujours avantageux d'être au statut. Ça alors, on nous aurait menti. Ouais. Oui, l'entreprise a mis ce statut en avant. Donc là, on peut quand même pointer du doigt la stratégie de ce gouvernement d'opposer les travailleurs entre eux. Il l'a déjà fait plusieurs fois, il le refait encore. Mais ce que je voudrais dire, c'est l'entreprise SNCF. Oui, effectivement, il y a des agents au statut, mais l'entreprise a parfaitement compris comment contourner le statut. A parfaitement compris. Elle embauche des agents au PS25, ce qu'on appelle nous le PS25, c'est-à-dire en CDI, c'est-à-dire un contrat de droit privé comme partout ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, ces contrats sont sans cesse en augmentation depuis 15 ans, 20 ans. Depuis 15 ans, ça ne fait qu'augmenter. Oui, on a 20% de l'effectif national qui est au CDI. C'est pas un obstacle. Là, on nous rabâche sans cesse le statut. Mais non, la boîte a parfaitement compris comment le contourner. Il y a des gars qui partent en retraite. Ils sont au statut, et ils sont remplacés pas forcément, déjà. Ils sont pas forcément remplacés. Et ensuite, ceux qu'elle embauche, elle peut le faire au PS25. Et d'ailleurs, elle se prive pas du tout. PS25, c'est le CDI. En CDI, un contrat de droit à durée indéterminée, comme dans le privé, comme on dit. Voilà, donc il y a des cheminots qui sont en CDI. Bien sûr. Même en CDD. Même en CDD, bien sûr. D'accord. Ah oui, bien sûr. Par exemple, quand vous passez à Bourg-en-Bresse, les 2 PN qui sont gardés encore, c'est des agents qui sont au passage à niveau, pardon. Je suis un technicien du chemin de fer. Donc, au passage à niveau, les gardes barrières sont il faut être sympa avec elles, c'est pas de leur faute si les trains mettent un peu de temps à arriver. Elles sont tous en CDD, renouvelés au fur et à mesure. Tu voudrais dire que c'est la faute du conducteur ? Ou de l'aiguilleur. Alors il y a aussi des conducteurs qui sont en CDI. Il y a des gens sous gare qui sont aussi en CDI. Il y a des CDI, il y en a un peu de partout, quoi. Voilà. Et puis on parle souvent du coût du statut. On dit que les gens au statut ils coûtent 6 ou 9%, je sais plus cher qu'une personne qui n'est pas au statut. En fait, c'est assez simple à expliquer pourquoi on coûte plus cher au statut. C'est lié au vieillissement des cheminots, en fait, de la population des actifs cheminots. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cheminots qui ont été embauchés dans les années 80 et ils arrivent tous à un âge entre 45 et 55 ans, donc en fin de carrière. Donc forcément, en fin de carrière, on coûte plus cher qu'en début de carrière. C'est pas le cas d'Émilie, parce qu'elle nous a fait sèchement remarquer qu'elle était bien plus jeune que nous tout à l'heure. Ouais, elle ne coûte pas cher. Ça va pas durer. Je vous talonne. On reçoit un invité supplémentaire. Salut Pascal. Salut Fred. T'as un peu la crève, hein, là, t'es pas en forme. J'espère que la voix sera audible. Voilà, écoute, on va parler un peu fort si tu veux. Non, ça marchera bien, on a des bons micros. Allez, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Pascal Pignal, donc je travaille aussi avec les collègues à Bourg-en-Bresse, à la SNCF. Moi, je suis sur les voies ferrées, je m'occupe de l'entretien de tout ce qui est installation électrique de sécurité. Très bien. Et tu es représentant Sudrail. Et voilà, ouais. On va continuer la discussion qu'on avait tout à l'heure. Tu interviens, t'es un peu froid là pour l'instant. Eux, ils sont chauds bouillants là, donc voilà. Mais tu interviens quand tu veux, et puis après, on discutera plus profondément avec toi. Faut peut-être qu'il boive une bière, peut-être. Oui, mais il a la crève, il veut pas. Il a raison. Il a raison en plus. Donc, allez. Qui c'est ? Qui prend ? Moi, je veux bien parler d'un... Il aime bien prendre le crachoir, David. Hein. Vous avez remarqué quand même. Non, mais vas-y, c'est bien. Il faut alimenter. Hein. Il va falloir le censurer, je pense. Allez. Donc, je voudrais parler d'un truc. Donc, c'est de mon métier. Donc, moi, je suis conducteur de train depuis 23 ans. Et il y a 23 ans, j'ai été formé donc, pour conduire ces trains, pour conduire tous les trains. C'est-à-dire qu'à l'époque, je conduisais des trains de fret,
des trains grande ligne et des trains TER. Chose impossible maintenant. Impossible de par le fait que l'entreprise a choisi une stratégie de spécialisation des conducteurs. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des conducteurs, comme à Bourg-en-Bresse par exemple, où on est des conducteurs TER. Voilà, on ne conduit que ça. Si jamais il y avait un train de marchandises qui sera en panne, là, en gare de Bourg-en-Bresse, où vous avez 34-35 conducteurs disponibles, pas forcément tous, mais vous en avez quelques-uns de disponibles, eh bien, il nous serait impossible de le dépanner, impossible de conduire ce train. Voilà, l'entreprise nous l'empêche. Pas impossible, mais interdit plutôt. Oui, voilà, je dirais interdit, puisqu'on a été formé, en fait. On sait très bien faire. On l'a fait pendant très longtemps. Donc maintenant, nous avons des conducteurs TER, nous avons des conducteurs grande ligne, nous avons des conducteurs de fret. Voilà, comme là, dans notre coin, c'est surtout le site d'Ambérieu-en-Bugey. Alors qu'au départ, à la base, nous avons tous la même formation. C'est-à-dire une formation complète sur les systèmes, sur les trains, sur les locomotives, sur les engins moteurs, etc., qui a coûté un certain chiffre. Hein. À l'époque, c'était 400 000 francs. Hein. Là, maintenant, je ne sais pas combien c'est, mais ce qui me paraît aberrant dans cette histoire, c'est que maintenant, on se prive de mes compétences. Moi, je sais conduire des trains, je sais faire, j'ai appris, j'ai de l'expérience là-dedans, mais non, c'est impossible. Alors, moi, j'ai des amis qui sont chefs d'entreprise. À chaque fois, je leur en parle. Et c'est pour eux comme pour moi, c'est aberrant de se priver des compétences d'un agent qui sait faire plein de choses, quoi. Voilà. Oui, en fait, c'était une polyvalence qui n'existe plus, quoi. Exactement. C'est ce qui est recherché dans n'importe quelle boîte, on va dire. Ouais, exactement. D'ailleurs, il y a eu des exemples assez médiatiques, d'ailleurs, je crois, parce que c'était dans l'Est de la France où il y a eu un train qui a été bloqué pendant un moment. C'était un train de voyageurs qui était en perdition dans l'Est. Et juste à côté, il y avait un dépôt fret avec des conducteurs fret. Eh ben non. Le train est resté 4-5 heures, je sais plus quoi, 4-5 heures en ligne, alors qu'il y avait un dépôt juste à côté. Et il n'a pas pu être dépanné. Pourquoi ? Parce que la boîte interdit à ses conducteurs fret de conduire des trains grande ligne. Voilà. Ça fait partie des incohérences des aberrations. Des aberrations, ouais. C'est la séparation. Réformes que l'on a vécues. Voilà, c'est la séparation par activité qu'on a eu en 2014, qui est un des premiers pas pour nous amener à la réforme d'aujourd'hui, vers la privatisation. C'était il y a 4 ans, quoi. Non, c'était en 2008. En 2008. C'était en 2008, ouais. La séparation par activité date de 2008. Ah oui, tu as raison. C'est l'éclatement en 3 épiques qui date de 2014. Ouais, c'est marrant parce que ça fait donc 10 ans et je lisais un article ce matin, je crois, je ne sais plus dans quel canard, il disait que ça fait à peu près 10 ans que la SNCF se casse la gueule. Enfin, que vraiment. Donc, avec les dates que tu me donnes, ça prouve. Il y a peut-être une relation de cause à effet. C'est évident. Et tous les cheminots le savent. Quand il y a un problème à régler, parce que bon, les gars sur le terrain voient bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Donc, essayent de monter au créneau ou de remonter avec la hiérarchie et de signaler les choses. Mais c'est la croix à la bannière pour réparer les choses, pour faire fonctionner correctement, pour être efficace. Des fois, on ne sait même pas qui est responsable du truc, quoi. On ne sait même pas, quoi. C'est incroyable. Dans n'importe quelle boîte, ça irait beaucoup plus vite. Chez nous, c'est tout compliqué. C'est tout le temps compliqué. Qui est propriétaire, on ne sait pas. Qui va s'occuper de ça ? Il faut que je fasse un truc, là, il y a du temps, etc. Et il y a un laps de temps énorme entre le moment où on a découvert l'anomalie et le moment où on la répare. Et voilà, si les 4 syndicats ont signé un document pour une SNCF efficace, c'est pas pour rien. On l'a dit tout à l'heure, les agents sur le terrain, eux, savent que ça ne fonctionne pas. Et ils ont des propositions. Nous, on a des propositions de réforme. Là, on veut nous imposer une réforme, mais nous, elle va pas. Ce qu'on nous propose là, on va pas. Pourquoi ? Parce que les principaux protagonistes, à savoir les usagers et les cheminots, sont même pas consultés. Il y a quand même quelque chose qui va pas dans tout ça. Nous, on sait ce qui va pas. Et les usagers aussi savent ce qui va pas. Donc, qu'on les écoute. Nous, on demande un débat, on demande de réelles négociations, on demande un réel débat de tout ça, quoi. J'aurais qu'un mot à dire. David, président.
Eh bien, Émilie va bientôt nous quitter, donc je te redonne la parole. Tu veux nous parler de l'agenda à venir ? Oui, voilà, il y a un petit agenda de toutes les actions et tous les rendez-vous prévus jusqu'à la mi-mai. Donc, n'oubliez pas le 1er mai. Le 1er mai qui est la fête du travail. Donc, il y a un rassemblement à Bourg-en-Bresse sous la petite halle à 10h30 où sera distribué un petit déjeuner. Le petit déjeuner est à 10h et départ de la manif à 10h30. Voilà, plus le défilé traditionnel, tout à fait à 10h30. Et ça sera suivi à Ambérieu à partir de 13h jusqu'à 22h. Il y aura une après-midi festive avec des concerts, conférences gesticulées, des jeux en bois pour les enfants et pour les grands aussi. Et ça se déroulera tout ça à la MJC d'Ambérieu. Et jeux en bois pour les enfants et buvettes pour les grands. Tout à fait. Et les adultes, ils n'ont pas les mêmes jouets normalement. Des fois en bois, mais je sais pas. Ensuite, le 3 mai. 3 mai, c'est un rassemblement de cheminots à Chambéry, donc devant la direction régionale de Chambéry. Le 14 mai... Entre 12h et 14h. Oui, merci de préciser. Oh, je suis précis aujourd'hui. T'es trop fort. 14 mai, donc un rassemblement interpro sur le parvis de la gare, donc avec donc barbecue de 12h à 14h, et ce sera un rassemblement donc avec tous les services publics en fait. Donc il y aura la SNCF, mais il y aura aussi tous les services publics qui seront là au rassemblement. Si les gens veulent venir discuter avec nous, échanger, ce sera le moment. Ce sera le moment. Voilà, donc c'est bien. Vous faites en fait ce mouvement vie avec tout ça, hein, que ce soit les syndicats, CGT, Sudrail, il y a beaucoup de tout ça, oui, avec les organisations les autres aussi syndicats, on les oublie. On a invité tout le monde. Hein. Il y a la CFDT, il y a UNSA aussi, qui sont donc dans le mouvement. Hein. On le rappelle aux auditeurs. Hein, donc Et sur Bourg-en-Bresse, ça se passe très bien entre toutes les organisations syndicales. De toute façon, il n'y a pas de raison hein, quand on est tous attaqués. Donc, tout se passe bien. Vous faites tous autant que vous êtes, vous le faites vivre ce mouvement et on le voit avec l'agenda là. Oui, merci d'être venu, Émilie. Je te remercie. Je remercie Radio B et je te remercie Fred et je te remercie Philou. Ton accent du Sud a bien plu aux auditeurs. On a dit, elle nous met un peu de soleil. J'espère qu'il va revenir bientôt là, parce que là aujourd'hui c'était pas ça. Hein. Il y aura peut-être des photos d'Émilie quelque part, je sais pas, sur site Facebook ou des choses comme ça, non ? À la radio. Pourquoi ? Mais parce que ça. Il faut mettre un visage sur une voix. Mais il n'y aura pas qu'Émilie. Pour venir le 14 mai devant la gare. Mais il n'y aura pas qu'elle, il y aura aussi Stéphane. Voilà, il y aura Pascal, tous les cheminots. Vous ne serez pas déçus. Bon, c'est bien. Merci. Merci vraiment beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Partagez. Oui, partagez. On reçoit Philou qui prend la parole. Je me réveille. Ça, dès qu'il faut... Non, je suis bien éveillé. Voilà, dès qu'il faut être galant, Philou, là, il faut que tu te réveilles. C'était un plaisir. Voilà. C'est bien, exactement. Eh bien, on accueille un nouvel invité aussi. On vient d'accueillir il y a 2 minutes Pascal, qui n'a pas encore dit grand-chose, mais je le connais, il ne va pas tarder. Mais enfin, il y a le rhume, hein, donc il est un petit peu éteint, là. Et Cyril, salut Cyril, bienvenue. Salut à tous. Cyril, toi tu es contrôleur. Oui, à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse également. Donc on va passer une petite page musicale et après tu vas nous parler de ton travail, de ton boulot, comme Pascal nous parlera du sien, qui est au moins aussi important au bord des voies. Et on continuera après sur d'autres thèmes, on doit parler des retraites, il y a pas mal encore de choses à dire. Hein. Allez Pascal, alors Pascal, tu nous disais que tu travaillais sur les voies, toi t'es dehors, c'est toi qui t'occupes de la maintenance de beaucoup de choses, l'électrique. Je fais l'entretien des passages à niveau, des aiguillages, des signaux. D'accord, je suppose que là il y a des risques aussi pour ton métier et tes collègues avec si privatisation il y a, je suppose que c'est le genre. On parlait tout à l'heure des sous-traitances. Ouais, nous on est vraiment une fonction qui a vu la sous-traitance vraiment monter en puissance ces dernières années. Et à tel point que ça devient même incontrôlable, puisque nous, les effectifs n'ont pas suivi, justement, puisque c'était le but. Et on se retrouve avec des jeunes maintenant qui sont chargés, qui sont habilités en fait à surveiller ces entreprises privées qui travaillent, mais sans avoir eux-mêmes jamais pratiqué le travail. Ah ouais, d'accord. Et là, c'est tout le fossé entre la théorie et la pratique. Et malheureusement, c'est ces jeunes cheminots de la SNCF qui sont responsables s'il arrive quelque chose, quoi. Et le danger immédiat de cette réforme, si elle était amenée à passer, c'est amplifier
cette situation? Ouais, alors bon, il y a aussi tout ce qui touche, notamment par rapport à la sécurité, tout ce qui touche au statut. Pour moi, le statut, c'est la seule garantie qui m'autorise à refuser un ordre qui serait contraire à la sécurité du transport ferroviaire. Et si on m'enlève le statut, ça veut dire qu'on peut me donner un ordre de faire un geste métier qui ne serait pas le bon, quoi. Et là, avec tout le danger que ça peut comporter, quoi. Ou tous les risques, entre guillemets, calculés qui pourraient être pris. Le statut reste un garde-fou, en fait. Bien sûr, ouais. C'est pas dogmatique de d'y tenir. C'est vraiment parce que on a des règlements. Donc et ça arrive de plus en plus, quand les entreprises privées ou même les dirigeants qui encadrent ces entreprises nous demandent de faire quelque chose de hors règlement. C'est pas simple de pouvoir dire non déjà en connaissant la réglementation. Alors quand on n'a plus le droit de le faire. Sous peine de licenciement, on ne peut plus... Oui, je rebondis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as entendu, si vous avez entendu, c'était sur le film Les Navigators de Ken Loach. C'était exactement ça. Ils n'ont plus le droit de dire non du jour au lendemain. Et on leur faisait faire des choses. C'est ça. Et puis le travail à la voile aussi, moi, ça m'avait scié dans ce film. C'était un moment quand il y a l'accident qui dit mais où est le poste d'aiguillage? Et pour moi, c'était inconcevable qu'un cheminot comme moi, qui suit le long des voies, puisse être déconnecté du poste d'aiguillage qui encadre l'endroit où je suis, parce qu'on a toujours besoin de savoir comment les trains roulent. C'est notre sécurité aussi pour notre vie. Et c'était un truc qui m'avait marqué dans Ken Loach, je pense. Comme beaucoup de films de Ken Loach, d'ailleurs. Je rappelle que tu es représentant Sudrail à Bourg-en-Bresse. Voilà, sur le site. Et puis je suis élu dans mon métier au comité d'établissement. D'accord, comité d'établissement. Cyril, toi, tu es contrôleur. Tout à fait. Tu es déjà passé à la radio il n'y a pas longtemps, sur Radio B. Il y a quelques temps, oui. Pas toi, Pascal, je crois que tu étais... mais tu étais là, c'était une remise de... C'était pour le café, vous offriez un café aux gens, c'est ça? Audrey nous a interviewé. Voilà, et toi, tu étais de l'autre côté, tu n'étais pas du côté de... Tu n'as pas été interviewé, toi, si? Si, on était les trois avec Émilie également. Alors, il y a les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. J'ai pas eu le temps d'écouter l'émission, d'accord. Cyril, donc, allez, parle-nous un peu déjà de ton métier, si tu veux bien, et puis on parlera après des risques qui risquent avec cette réforme. Mon métier, c'est donc contrôleur, ou dans le terme général, sinon on dit agent commercial de train, terme SNCF, on va dire. Au niveau du travail, si on peut commencer par les horaires de travail, comme la plupart des professions de transport, on doit s'adapter à des périodes irrégulières de travail. Des prises de service et fins de service qui se font à toute heure. Si je prends le cas de Bourg-en-Bresse, au niveau du contrôle, on commence à 5 heures au plus tôt pour finir à 23 heures au plus tard. On accompagne un nombre variable de trains quotidiennement, selon la journée, suivant un roulement qui nous amène à travailler les jours et les week-ends et les jours fériés. Et on a également la possibilité pour certains de mes collègues d'être à la réserve. Dans ce cas-là, on connaît nos horaires en prévision que quelques jours avant la prise de service, ou alors de façon définitive la veille de celle-ci, ou avant de partir en repos. Pour les besoins de service, en moyenne on effectue de 5 à 8 repos en résidence, comme les conducteurs de train en fait. D'accord, repos en résidence, c'est que tu découches On découche. On découche en foyer ou à l'hôtel dans la ville dans laquelle on nous sommes commandés, et pour un temps de 9 heures minimum. D'accord. En fin de service, au lieu de résidence, on dispose de 14 heures minimum. Avant une nouvelle prise de service, cette durée s'explique par l'exercice de fonctions de sécurité qui nécessitent ce temps de repos, un temps de repos suffisant. Oui, 14 heures, c'est tout le monde pareil, non? Quand tu finis à 18 heures, tu prends à 8 heures du matin, mais je veux dire, dans le privé. Tout à fait, comme dans le privé. C'est le repos à la maison. Enfin, je veux dire, c'est un gars qui finit à 18 heures, il prend 8 heures, on va dire, heure de bureau, quoi. C'est tout à fait ça. Et dans notre métier, on a des missions de sécurité, des missions commerciales et de sûreté. Je ne sais pas si on peut les détailler maintenant ou on fait plus tard. Oui, on détaillera peut-être tout à l'heure, parce qu'on sait aussi qu'on a supprimé pas mal de contrôleurs dans les trains sur Lyon. Exactement, ça commence depuis quelques mois. La direction a décidé de supprimer le contrôleur dans les trains sur certaines lignes. Ça a déjà commencé également, comme tu le disais, sur Lyon, Saint-Étienne-Lyon, en prenant cet exemple. Donc nous serons amenés de façon aléatoire et en équipe à agir, certes dans les trains, mais en gare, et devenir sédentaires. D'accord.
On ne deviendra plus roulant comme on l'est. Donc en fait, le seul représentant dans ces trains-là, c'est le conducteur. Exactement, à partir de D'accord. là, c'est le conducteur qui sera seul maître à bord, on va dire, en cas de problème. Et on assiste en fait à un isolement des voyageurs. Et Pascal, vous avez aussi des réductions de personnel, vous aussi, sur la voie, comme ça Ouais. Ouais. Alors, on va dire que globalement, dans le réseau SNCF Réseau, les effectifs stabilisent, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il n'y a plus de petites qualifications, c'est-à-dire que ceux qui faisaient le travail, on est vraiment, nous, dans une logique maintenant du faire-faire. Oui. La SNCF a vraiment cette stratégie-là. Et pour faire, il faut déjà que celui qui fait, il connaisse un petit peu, il soit formé suffisamment. Et ça, c'est pas le cas, bien sûr, Évidemment. de cette sous-traitance. Et puis, eux, on les comprend, ces salariés-là. Leur entreprise, elle prend le marché pour faire de l'argent. Ouais. Elle prend pas le marché pour rendre un service au réseau. Donc les malfaçons sont fréquentes. Fréquente. Il faut revenir derrière, alors il faut revenir dessus et tout Et surveiller. puis c'est jamais chiffré. Oui, Au final, c'est plus cher. Ça coûte Ouais. plus cher que si c'était nous qui l'avions fait au départ. fait avec nous. Il y a forcément un risque calculé également dans cette façon de faire. Avec des limites comme Brétigny. Exactement. Solidrock, on est solidaires. Alors, Cyril, Oui. Tu voulais nous donner d'autres précisions sur ton métier de contrôleur en voie de disparition, j'ai l'impression. En voie de disparition, tout à fait, car comme on parlait tout à l'heure, ils vont supprimer le métier de contrôleur sur certaines lignes. Alors, c'est vrai que Dans contrôleur, un ça premier fait temps. péjoratif. Ça fait péjoratif. mais- On va plutôt parler d'agent commercial Voilà. train. Ça sera peut-être plus sympa pour les auditeurs. Et donc, on parlait également donc de la disparition des contrôleurs dans les trains. Et les inconvénients seront de laisser les voyageurs seuls en cas d'incident et d'accident, car le conducteur pourra pas tout faire tout seul. Il aura déjà des gros À gérer, à gérer, car il a quand même une grosse responsabilité de sécurité à bord de train. Et outre les situations perturbées, il y a les incivilités également. Ah oui. Le train représente à un instant T une photographie de la société. De nos jours, notre présence est d'éviter des conflits au moment du contrôle, certes, mais aussi ça peut arriver entre deux usagers. Notre absence, quoi qu'il arrive, sera préjudiciable. On va assister donc à un isolement des voyageurs. Rappelez-vous la mission de sûreté dont je faisais référence tout à l'heure. C'est notamment accompagner les voyageurs que faire en cas de malaise d'un voyageur ou alors une personne en situation de handicap. Si elle est toute seule dans le train, même s'il y a d'autres passagers, qui va prévenir le médecin tout de suite? Comment ça va se passer? Donc il faut y penser. Les usagers n'auront plus de référent dans un train. Certaines personnes vont peut-être dire que ça va arriver rarement, mais ça peut arriver. Oui. Expérience. Le risque calculé encore, je sais. Exactement, risque calculé. C'est tout ça, ça amène il y a un malaise quand même, on en parlait hors antenne avec Pascal, il y a un malaise chez les cheminots et ça se vérifie malheureusement les années passées. Oui, quand on entend le discours de travailleurs privilégiés à la SNCF, on a eu l'année dernière un cheminot chaque semaine qui mettait fin à ses jours, donc si on était si bien que ça, je pense pas qu'on serait dans un tel désespoir. Il y a vraiment une transformation de l'entreprise de façon, au pas de charge, on va dire. Ouais. Brutal. Au pas de charge, brutal. Alors pour les travailleurs, bien sûr, et aux conséquences que tous les usagers vivent directement après sur des retards, sur des situations perturbées, quoi. Donc on voit que toutes ces politiques qui ont eu lieu depuis une vingtaine d'années, depuis la séparation, la création des RFF, on voit que ces politiques n'ont fait que aggraver la situation. Et on continue. Tu m'as dit aussi, tu m'as déjà parlé que tu es beaucoup investi dans l'Interpro, donc vous n'êtes pas les seuls, la SNCF n'est pas la seule entreprise qui a attaqué brutalement, c'est l'une des dernières qui reste apparemment, d'après ce que nous disaient Stéphane et Émilie et David tout à l'heure. Après les autres sont déjà passés à la moulinette, si on peut parler comme ça. Ouais. Bah, la transformation en EPIC, j'entends les copains en parler tout à l'heure, ça a été déjà aussi faire entrer le commercial, entre guillemets, dans un transport guidé comme le transport ferroviaire, c'était symbolique aussi. Hein. Ouais. Donc après, voilà, cette transformation de l'entreprise
elle est uniquement liée à comment on couvre en fait toute la dette ou toute la perte d'argent qu'un service public peut avoir et qui devrait être pris en compte. C'est financier. Oui, voilà, mais les impôts, on les paye. Je veux dire, moi, je suis content de payer les impôts pour que mon gamin il ait une école, pour que je puisse me faire soigner à l'hôpital ou que j'ai un transport ferroviaire. Et ça devrait être la priorité. C'est un vrai choix de société. Et c'est ça que Macron aussi nous prive en ce moment. Clairement, le débat, il n'a pas lieu. Moi, je défie des députés de La République En Marche demander à leurs concitoyens leur avis sur qu'est-ce qu'ils ont besoin comme service public, surtout dans des milieux encore un peu ruraux. Oui, puis la liberté de circuler, c'est quand même quelque chose d'assez primordial. Je veux dire. C'est un droit européen. Ouais. Comme vous, les amis de Sudrail et de la CGT, et j'ai oublié de préciser, Cyril qui est là, qui est non syndiqué. Tout à fait. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une lutte de cheminots, de syndicats et de cheminots non syndiqués, des gens concernés et responsables, et engagés, tout ce qu'on aime. Et si on peut leur dire de venir aux assemblées générales, syndiqués, également. non syndiqués, voilà. La porte est ouverte. La demande est lancée. Bah oui, parce que toi, Cyril, t'es non syndiqué, tu poses à l'Assemblée générale. Voilà. Donc évidemment que c'est ouvert à tout le monde. Et je préciserai que c'est aussi ouvert aux cadres. Bah dis donc. Ils peuvent venir. Ah, tu nous as coupé la chic là. Ils peuvent venir. Hein. Ils sont concernés autant que nous. Peut-être plus que nous encore. La réforme concerne tous les cheminots, on est bien d'accord. Il faut savoir que les cadres, en ce moment, ils sont inquiets. Ils cherchent tous un autre travail ailleurs. À première vue, il y a beaucoup de... Ils sont très inquiets pour eux. Tout à l'heure, tu parlais de DPX. DPX, ça veut dire dirigeant de proximité. Ce sont les premiers cadres qui sont juste au-dessus des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent très bien aussi la situation. Et il y a eu j'ai vu des interviews à visage caché, mais de cadres SNCF qui étaient pour la grève, qui soutenaient les grévistes. Mais il y en a. Malheureusement, ils subissent des pressions. Donc, oui, sûrement. C'est compliqué pour eux, c'est certain. Donc on comprend, des fois on peut les comprendre. C'est sûr que le déroulé de carrière peut être différent. Ouais. En parlant de carrière, Stéphane, on va peut-être parler des retraites, cette fameuse retraite que vous partez à quel âge? 25 ans? Non, pas 30 ans, non, 35 ans, je ne sais plus. J'y suis déjà même peut-être. Non, non c'est fini. Non, je vais un peu pourrir l'ambiance là, parce que j'ai trouvé des statistiques là qui m'inquiètent un peu. Donc j'ai vu que l'espérance de vie des travailleurs SNCF était inférieure à la moyenne nationale. Et inférieure de 4 ans pour les postes à l'exécution. C'est-à-dire généralement ceux qui ont des horaires décalés, comme nous tous ici à la table, avec des prises de service à 2h, 3h, 4h, la nuit, le week-end. Et donc pour les cheminots, c'est 4 ans on vit 4 ans de moins que les autres. Et puis une petite statistique générale pour tout le monde un peu en France. La moyenne pour les gens qui ont des travails difficiles et pénibilité, donc avec les mêmes horaires à 3-8. Les femmes vivent 64 ans et les hommes 62 ans pour ceux qui ont des métiers pénibles. Mais la moyenne nationale est de 79 pour les hommes et 85 pour les femmes. Donc il y a un énorme écart entre les gens qui ont des métiers pénibles et 3-8 et le reste de la population. Alors nous, ce qu'on demande, c'est quand même que la pénibilité elle soit reconnue chez les cheminots, mais aussi, bien sûr, chez tous les métiers de la société. Nivelé par le haut, quoi. C'est ça. Donc, pour détruire une petite rumeur comme quoi on part de bonne heure à la retraite, notre cotisation, nous, on a subi déjà plusieurs réformes des retraites. Et pour cotiser à un taux plein, il faut qu'on fasse 172 trimestres, si je ne dis pas de bêtises. C'est le même que le privé, c'est le même en fait. Non. On peut partir plus tôt, mais on aura une retraite réduite. Misérable. Voilà. Et voilà. Sur les retraites, on peut faire rapide. De toute façon, c'est vite réglé. De toute façon, le président en a parlé. Il y aura un nouveau... en fin d'année, début 2019, une nouvelle réforme des retraites et tous les régimes spéciaux seront mis au même niveau. J'avais lu, Pascal parlait tout à l'heure du statut où ça permettait de dire non. C'est important, je suppose. C'était une bonne remarque. Mais j'ai lu aussi que sur le statut, il y a l'égalité homme-femme à la SNCF. Et on prône l'égalité homme-femme. Le gouvernement le premier, ils n'arrêtent pas de... c'est quand le 8 ou le 9 mars, la journée de la femme, je me rappelle. 8 mars. C'est 8 mars, c'est ça.
Et là, en fait, il y a un statut qui garantit ça. On veut le supprimer, ça m'avait semblé aussi. C'est une bonne... Oui, parce que c'est la bien de le dire, SNCF, on a une grille salariale, donc fait par le statut, et qu'on soit homme ou femme, on suit la grille salariale et tout le monde gagne la même chose pour le même travail, en fait. La SNCF, c'est également une entreprise où, jusqu'à l'heure actuelle, une grande entreprise où on peut rentrer avec peu de diplômes et avec des examens internes, gravir les échelons, c'est-à-dire on rentre avec niveau bac, voire en dessous, et même en dessous, et on peut, avec du travail et de la volonté, de l'envie, arriver à monter les échelons et à finir à des niveaux plus intéressants, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, voire plus haut pour cadre pour les plus motivés. Et ça sera remis en compte dans la réforme, c'est la fin des concours internes. Voilà. Malheureusement. Quand on est à un poste. Oui. Voilà. Et tout le monde ne peut pas être ingénieur ou faire des longues études. Il y a des gens qui, pour X ou Y raison, ont des diplômes inférieurs. Et c'est bien pour eux de pouvoir... On est une entreprise qui permettait encore de pouvoir rentrer à la base et de finir plus haut. Malheureusement, ça va être terminé. J'ai cassé l'ambiance un peu. Je tout ça, les gars. Ça... Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant Pascal? Non, je suis curieux de voir quels arguments ils vont sortir l'année prochaine sur les retraites, parce que justement l'argument c'était de dire le taux de... la vieillesse, entre guillemets, a été repoussé l'âge de la mort de plus en plus. Maintenant, le calcul qu'ils faisaient à l'époque, nous, la réforme, elle date de 2010, je crois, de mémoire, pour les régimes spéciaux. Il y en a plusieurs, mais bon. Et ces chiffres qu'ils citaient à l'époque, c'était parce que les gens aussi partaient en retraite à 55 ans. Donc forcément, ils vivaient plus vieux. Maintenant, on va de plus en plus loin. Et moi qui ai commencé à même pas 17 ans, il faut que j'aille jusqu'à 60 ans et 9 mois si je veux pas avoir de décote. Enfin, voilà, Il parlait du fait de partir, que les Français vivaient plus longtemps, peut-être pas forcément en bonne santé aussi. Oui. Et d'ailleurs, il y a une étude américaine qui date, je crois que c'est l'année dernière, où ils commençaient à remettre en cause ça. On n'est pas certain de vivre plus longtemps que nos parents avec ce qu'on bouffe, ce qu'on respire. Et puis, il y a un truc qui m'a toujours... ça passait même pas pour les cheminots, c'est pour tout le monde. Comment on donne du boulot à nos gamins si on bosse plus et plus longtemps, si on fait bosser les gens? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un seul politique ou un journaliste qui m'explique ça. On n'entend jamais ça à la télé ou à la radio. Si on bosse plus et plus longtemps, forcément, moi, j'ai 2 filles qui n'ont pas de boulot. Voilà, quoi. Oui. Pour pas prendre ta place. Voilà. Eh ben non. Puisque c'est le principe des vases communicants. C'est pas une histoire de métier, c'est une histoire de travail. Voilà. C'est mathématique. J'ai peut-être l'occasion de placer là du coup que le partage du travail est une revendication qui est quand même essentielle. Il y a du travail, le partager, les 32 heures, ça peut être intéressant. Il y a des économistes qui le reconnaissent. Quand c'est difficile, les 32 heures sont une solution et c'est pas complètement irréaliste. C'est sûr, mais ce qui est terrible, c'est qu'on veut même revenir sur les 35 heures maintenant. Ah bah oui. Il y a des économistes qui dézinguent la réforme présentée également, ça on ne le dit pas aussi. Ah ouais. Oui. David, tu voulais rebondir sur ce que nous disait Cyril tout à l'heure sur le SES, ça veut dire équipement agent seul, c'est-à-dire la suppression des contrôleurs dans les trains. Voilà, c'est ça, c'est aussi une stratégie de l'entreprise d'appliquer un peu le modèle parisien sur toute la France. Alors c'est sûr que nous, ça nous pose énormément de problèmes. Tout à l'heure, vous avez entendu Cyril qui est contrôleur ou agent commercial et qui en a parlé. Et ça aussi, ça va avoir des incidences dans plusieurs domaines, et notamment sur la sécurité, puisque la principale conséquence de cette stratégie, c'est qu'il n'y a plus de représentants SNCF dans le train, mis à part le conducteur. Donc le conducteur sera le seul. Il n'y aura plus personne d'autre. Donc ça veut dire, par exemple, un conducteur, sa mission, on appelle ça une mission, c'est d'emmener des voyageurs, de conduire un train d'un point A à un point B, en sécurité, en suivant des règles, des procédures, etc. Donc maintenant, en plus, il nous faut gérer aussi l'arrière du train, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que quand je vais m'arrêter maintenant, ça va être à moi de faire des annonces, d'expliquer les choses. On est arrêté pour ci, on est arrêté pour là, ou alors s'il y a un gros problème, par exemple, sur la ligne. Avant, c'était le contrôleur qui se chargeait d'informer les voyageurs.
Là maintenant, ça va être le conducteur. Donc c'est-à-dire que je vais avoir un danger qui va être en face de moi, et il faut en même temps que je gère ce danger, donc qui est prévu dans nos procédures, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, on est formé pour ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il va falloir absolument que ou que je prenne la parole au micro, ou que je balance une annonce qui est préenregistrée. Il faut surtout pas que je l'oublie. Surtout pas que je l'oublie, puisque du coup, si moi je m'astreins à régler ma procédure et que derrière il y a un voyageur qui, par exemple, a l'idée de descendre parce qu'il en a marre d'attendre ou quoi que ce soit, je serai incriminé. Avant, il y avait le contrôleur qui s'occupait de tout ça, qui gérait un peu tous ces problèmes. Et donc, cette situation-là apporte une charge supplémentaire au conducteur qui, comme on l'a dit tout à l'heure, fait pas partie de sa formation, quoi. Le conducteur, il est là pour conduire, quoi, hein. Le contrôleur, il était là pour informer les gens. Enfin, Cyril vous l'a dit tout à l'heure. Et voilà, c'est un nouveau métier, entre guillemets, on va dire. Et ça nous pose beaucoup de soucis parce que transposer le modèle parisien en province comme ça, bon, même si la boîte met quelques artifices, hein, c'est-à-dire que tous les trains ne sont pas comme ça. Il y a des trains urbains, périurbains, on met quelques nuances, etc. Mais la philosophie, c'est enlever du personnel, c'est gagner là-dessus, en supprimant de ces postes et en chargeant la seule personne qui ne peut pas être enlevée dans un train, à savoir le conducteur. On peut ajouter aussi que ce soit en situation perturbée ou même d'urgence, il y a un obstacle sur la voie ou quelque chose, il est important de préciser que nous sommes, le conducteur et le contrôleur, pénalement responsables en cas de faute grave dans ces conditions-là. Je ne pense pas que beaucoup le savent. Et tu parles d'une charge en plus, donc une responsabilité en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes payé plus ? Ah non, non, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Il y a eu, grosso modo, on enlève du monde on enlève du personnel qui avait des responsabilités. Donc ces responsabilités, maintenant, il faut les répartir. Donc on les répartit une partie sur le conducteur, on répartit sur d'autres choses. Par exemple, le contrôle, il va y avoir des contrôles hackés, on va dire, à l'origine du train. À l'origine et à l'arrivée aussi. Et à l'arrivée. Et il va y avoir maintenant un système de brigade. Hein. Si vous connaissez, là dans la région, les transports en commun lyonnais, hein, chez les TCL, vous avez des contrôles qui se font par brigade. C'est-à-dire, les gars se déplacent, ils sont 5, 6, 7, 8, et en fait, ils nettoient, entre guillemets, une ligne. Voilà, bon, c'est ce que l'entreprise veut mettre en place. Et d'après elle, ça peut être encore paradoxal, elle dit qu'elle va gagner en fraude. Et la fraude va diminuer grâce à ça. Si on rebondit là-dessus, dans le cadre du contrôle et la commercialisation, on peut, à venir dans les jours qui viennent, c'est peut-être même à l'été ou à la rentrée, notre méthode de contrôle va même changer, car après un arrêt en gare de Servas ou une autre gare mais sans guichet, si le voyageur se présente à nous, on pourra lui vendre un titre de transport systématiquement majoré de 7 €. Il faudra alors, pour les gens, prendre son titre sur le net ou le smartphone ou même venir en gare pour acheter son billet. Or, on sait déjà qu'il y a beaucoup de suppressions de guichets. C'est une petite intermède. C'était pas comme ça avant, donc il n'y avait pas de en ce moment, majoration. Il y a une majoration. Si la personne vient à bord du train, on lui explique cette majoration. Or, là, ça sera systématique. D'accord. Je vais rajouter pour toi, David, là, encore des soucis à venir. C'est Merci, je n'en avais pas assez. la suppression qui est annoncée dans les mois à venir, certainement pour septembre, octobre, des agents d'escale en gare de Bourg-en-Bresse. Exact. Voilà. Donc en gare de Bourg-en-Bresse, il n'y aura plus d'agents pour accueillir les clients. Et il n'y aura plus d'agents également pour te dire que ton train peut partir dans toutes les conditions réglementaires, en sécurité, qu'il n'y a personne qui a le bras coincé, la jambe sous le train, des gamins qui s'amusent, qui montent sur le train. Ça sera à toi de tout surveiller, tout ça. Une porte les portes fermées, mais quelqu'un qui reste coincé, mais la porte se ferme quand même. Ouais. Donc nous, on a un voyant qui peut s'éteindre. Enfin, le souci est déjà arrivé. Mais voilà, bon, cet exemple reflète encore une chose, c'est que la responsabilité de sécurité d'un agent est encore reportée sur le conducteur. Donc on supprime des agents dans le train, on supprime des agents en dehors du train, et on laisse la responsabilité de sécurité au conducteur, puisque c'est le seul agent qu'on peut pas enlever encore. Donc
Voilà, c'est La sécurité a un coût maintenant, voilà. ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. La vie humaine n'a pas de prêt, enfin pour la SNCF. Ouais, puis c'est du gain de productivité qui sont faits. Tu parles de ce que tu vas récupérer, mais c'est toutes les tâches. Enfin, Cyril t'en parlera mieux que moi, mais c'est toutes les tâches aussi qui vont disparaître. Je prends l'exemple d'un malaise dans un train. Enfin, Ouais, je sais que vous avez un Mmh. équipement entre guillemets un peu plus que la simple boîte de secours avec de pansements, et vous allez être formé justement pour intervenir entre guillemets en première urgence. Là, ça sera plus le cas. Il y aura personne pour le faire. Il y avait ça. Pour un puis cas aussi, simple sur Bourg, donc les trains qui font Bourg-Cambérieux, ils traversent la forêt de Seillon. Il suffit du moindre obstacle sur la forêt de Seillon, le conducteur sera arrêté et les gens sont arrêtés en plein milieu de la forêt de Seillon, seuls dans le train, sans contrôleur pour les guider, ni plus avertir les secours. La région parisienne, c'est urbain. Il y a des gens, il y a des maisons de partout, et des quais de partout, c'est dense. La forêt de Seillon, si le train est arrêté et que les gens commencent à paniquer, si il n'y a personne pour les renseigner et les aider, ça va être compliqué. Qui va les empêcher de descendre sur les voies. Alors le boulot du conducteur, c'est d'envoyer une information pour dire ne sortez pas, quoi. Mais bon. Une fois que tu as fait ça. C'est que, enfin, la philosophie de l'entreprise, c'est de déshumaniser tout le chemin de fer. Donc, on enlève du monde de partout. C'est une présence humaine, ça a quand même pas de prix, quoi. Nous, c'est ce qu'on dit quand on vend un billet. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui est en face plutôt qu'un guichet, quoi. Quand il y a un problème pour les correspondances, c'est bien qu'il y ait un contrôleur quand même. Quelqu'un qui nous donne le départ, c'est quand même bien, quoi. On est sûr du truc, quoi. T'as bien fait d'aborder les correspondances, puisque forcément, avec l'ouverture à la concurrence, il n'existera plus les correspondances, bien entendu. Ah, ça risque d'être un sacré bordel. Ça n'existera plus. Ni pouvoir prendre un billet d'un train qui n'est pas celui du billet. Ouais, tout à fait. Transdev ou SNCF ou je ne sais quoi. Et je noircis un peu la situation par rapport au conducteur tout seul. S'il arrive un accident grave, le conducteur est blessé, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Blessé ou pire, je noircis vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a un cheminot dans le train? Voilà. Je suis bien embêté parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait un mouvement de... Enfin, quelqu'un qui s'inquiète du conducteur. C'est-à-dire, on est arrêté. Pourquoi on est arrêté? Ça peut durer un petit moment, mais personne ne saura, quoi. Derrière une porte fermée. Non, personne ne saura. Personne ne saura, ouais. Oh là là. Eh ben les amis. Parce que je pense à un exemple là, ce qui s'est passé sur le Thalys. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a quelques temps, là, il y a eu... les militaires. Oui, les militaires. Ouais. On a eu de la chance. Il y a eu 2 ou 3 militaires qui étaient là, alors qu'il y a eu un incident. Super, les gars, ils ont fait preuve de civilité, sont intervenus, etc. Mais je ne suis pas persuadé qu'on trouve 3 militaires dans tous les trains de France et de Navarre, quoi. C'était des Américains en plus. C'est des GI. Ouais, c'est pour ça. Et contrairement à ce qui s'était dit à cette époque, le contrôleur s'était pas caché, il appelait également les renforts et tout. Ça a été vérifié, mais vaut mieux le répéter. C'est d'ailleurs étonnant qu'on supprime des gens dans des trains, alors qu'on était en état d'urgence à l'époque, et puis qu'on nous fait peur à la population avec des attentats. Enfin bon, oui, on a été en état d'urgence pendant un moment, et le tour de force de la SNCF, de notre entreprise, ça a été de réussir à passer ce truc-là, quoi. C'est quand même incroyable. Alors qu'on a quelqu'un qui est assermenté, qui peut prévenir les secours. Non, on les a enlevés. Et on s'est donné bonne conscience en faisant circuler des militaires dans les gares. On en revient au risque calculé, toujours et encore. Toujours. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, les amis, de la maintenance de l'état du réseau SNCF. Pascal, tu es bien placé pour en parler, c'est ton métier. Nous voir un petit peu. Ouais, puis on a vu se dégrader quand même depuis une bonne quinzaine d'années. L'état du réseau classique, ce qu'on appelle le réseau classique, c'était pas une surprise, on alerte depuis longtemps que les investissements au tout TGV qu'on a eu entre 2000 et 2010, du coup ça se faisait au détriment des lignes classiques et voire des réseaux, ce qu'on appelle les réseaux capillaires, c'est-à-dire les dernières petites lignes, même y compris des embranchements pour le fret. Et du coup, il a fallu, avec le peu que donnait l'État, on va dire, pour entretenir le réseau, il fallait faire des choix et il fallait abaisser le niveau de maintenance sur beaucoup de lignes. Il y a énormément à l'heure actuelle sur le réseau classique de ralentissement de vitesse. Donc
Si c'est un peu comme remplacer un TER par un car, le temps de trajet va être énorme. Et ben, si tu fais Bordeaux-Toulouse avec un rapide qui roule à 40 à l'heure au lieu de 2 ans, bah oui, forcément les gens vont pas le prendre parce qu'ils vont se dire bah, ça me met trop de temps pour me rendre là-bas. Et c'est comme ça aussi que la chute en fait après se fait au niveau des fréquentations et que ça leur sert d'argument de dire bah oui c'est pas rentable. Ouais. Alors que si on propose le service maximum, évidemment que ça satisfait énormément d'usagers quoi. Donc nous on se rend compte aussi à ces années 2000-2010 qu'il y a eu vraiment une vraie grosse chute des effectifs dédiés à la maintenance. Puisqu'il fallait surtout construire les nouvelles lignes, mais pas entretenir les anciennes. Et on se retrouve avec énormément de situations provisoires. Nos règlements disent que ça ne doit pas durer plus de quelques semaines, et ça dure des mois, voire des années. Voilà. Alors du coup, c'est pas dangereux bien sûr, dans le sens où on est formé à tout ce qui est sécurité, mais ce qui peut occasionner n'importe quel retard, quoi. Si on met un câble un peu costaud, ben oui, c'est pour pas que les rongeurs le mangent. Si on le remplace par un bout de fil volant, oui, ben le rongeur, s'il le mange, il y aura un signal qui va rester rouge, un train qui va s'arrêter, des usagers qui vont arriver en retard, et tout ce qui en découle. Donc c'est révoltant de voir arriver une telle dégradation liée à cette politique. Stéphane, avec quelques chiffres. J'ai quelques chiffres, j'espère que les gens continueront de prendre le train après que j'ai donné ces chiffres. Alors, en France, il y a un quart des voies qui sont hors d'âge. Elles ont dépassé leur durée de vie normale. Il y a 4842 km de voies qui présentent des ralentissements pour préserver la sécurité. On a eu plus 20% d'augmentation des incidents de signalisation en 10 ans. Il y a également une alerte sur le patrimoine de signalisation dont le vieillissement continu pose le sujet de l'obsolescence des composants. Là, j'ai un cas précis sur Bourg-en-Bresse. Donc à Bourg, quand vous êtes sur la voie 1 à Bourg et que vous allez à Amberieu, quand vous prenez le train au quai numéro 1, vous avez un tableau qui vous indique, lumineux là, pour les conducteurs de train, qui indique qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils vont sur Amberieu. Donc ça s'allume. Et en fait, de temps en temps, il se met à plus marcher quand il pleut ou quand il fait trop chaud ou trop froid. Parce que le fusible, il est au mercure, le fusible. Il a 80 ans, le fusible, ou voire plus. Et donc, quand ça se met à pas marcher, les gars du service électrique vont sur place et puis ils tapotent dessus, ça se remet à marcher, parce que c'est du mercure. Mais alors, quand ils ont demandé à le changer, on leur a dit, non, tant que tu arrives à le refaire marcher, on ne le change pas. C'est juste un fusible. Donc ça, c'est sur Bourg-en-Bresse. Ensuite, on a également 8200 km de caténaires qui ont 90 ans. Alors que normalement la durée de vie technique elle est de 50 à 70 ans. Donc les structures aussi porteuses présentent aussi un retard de régénération, tout ce qui supporte les caténaires. Donc oui, l'état du réseau et sa vétusté ont également des répercussions sur la sécurité de circulation. On a pu le voir à l'accident de Bretigny malheureusement. Il est source d'irrégularité, d'incidents qui affectent la performance des lignes et l'image de la SNCF bien sûr. Voilà. Et l'entreprise a fait le choix d'externaliser, donc de la sous-traitance pour réaliser tous ces travaux. Le moins cher. Toujours. Mais continuez de prendre le train. Voilà. Non, puis cette course moins chère amène vraiment à des situations ridicules, parce que même dans l'appareillage de sécurité qu'on a besoin au bord des voies, le cahier des charges qu'on demande aux entreprises privées qui fabriquent ces pièces, il est aussi amoindri. Donc du coup, le matériel est moins fiable. Parce que encore, je t'entends parler bien sûr de vieilles installations, j'en entretiens des plus vieilles encore que ces relais au mercure, mais justement c'était de l'horlogerie pour certaines de ces installations, et ça marche parce qu'on l'entretient, on sait quoi faire, on sait la petite goutte d'huile, où est-ce qu'il faut la mettre, etc. Là on se retrouve même avec l'électronique bas de gamme, oui, on est sans arrêt victime des aléas de ce matériel bas de gamme, et qui, dès qu'il tombe en panne, impacte directement pour vous les mécanos votre conduite, votre temps de trajet, pour Cyril, tout le casse-tête de trouver les correspondances pour les usagers. Suivi de trajet des juste pour des économies, pour moi, de bout de chandelle, il y avait du matériel fiable qui existait bien sûr, et ce matériel, s'il était fiable, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y avait un cahier des charges qui le rendait fiable, et vouloir faire des économies là-dessus, c'est pour moi, c'est un mauvais calcul. C'est dingue parce que le discours des cheminots, c'est le même que dans les hôpitaux, dans les écoles et tout. L'autre coup, ils interviewaient une infirmière et tout, elle parlait comme ça, quoi. La rentabilité, le manque de moyens,
tout ce qui est obsolète et Ouais, tout ce qui est... Moi, je pense c'est un petit peu ce qu'on discutait tout à l'heure avec David. On aime vraiment notre métier, quoi. Moi, j'aime plus la direction de mon entreprise par rapport à vers où elle nous emmène, et puis l'État qui fait ces choix-là. Mais par contre, nos métiers, bien sûr qu'on les aime. Faire un métier qui sert à un très grand nombre de citoyens. Moi, je trouve ça très très glorifiant. Et voilà, notre devise au service électrique, c'est les trains doivent rouler. Donc dès qu'il y a un dérangement, il faut vite réparer pour occasionner le moins de gêne. Et ce dévouement, oui, on peut parler de dévouement dans ce cas-là. Il nous tient tous à cœur. Et par contre, quand on voit tous les choix qui sont faits, on voit que c'est toutes ces destructions de ce qui fonctionnait, de ce qui faisait la sûreté, la sécurité de notre réseau, et puis la qualité de nos services qui nous mettent du coup, notamment pour toi Cyril, c'est encore pire. Toi, tu es en face de l'usager, donc tu es en face de la colère, et la colère, elle est compréhensive. Moi, je suis pas là à dire totalement compréhensif, on se met à leur place. Oui, c'est ça, on a bien l'analyse que ça fonctionne pas, mais nous, on sait pourquoi. On sait que toutes ces réformes depuis 20 ans ont amené à une destruction totale. Donc maintenant, nous, ce qu'on dit, arrêtez. Nous, on pense que pour que ça fonctionne bien, voilà, c'est de façon qu'il faut faire les choses, et c'est ce que les 4 organisations syndicales essaient d'expliquer en ce moment au gouvernement, en disant laissez-nous, on sait comment ça marche le terrain, quoi. C'est clair, les usagers sont en colère, les cheminots sont en colère. Oui, il faut réformer. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pas celle qu'on nous impose. C'est ça, ouais. Il faut une réforme où les protagonistes, les usagers et les cheminots entrent dans la danse, quoi. Je veux dire, il faut qu'on puisse donner notre avis, quoi. C'est pas possible que ce soit des technocrates qui nous disent ce qu'on a à faire, quoi. C'est pas possible. Il nous faut du matériel, des moyens humains, c'est tout. Là, j'ai un chiffre. En 2017, le chemin de fer a fait 1,33 milliard de bénéfices. Serait-il qu'on serait une entreprise qui tourne ? Pas mal. Hein ? Mais alors pourquoi on nous parle de la dette tout le temps, la contre-imballe des années 70-80 ? Il faut bien un argument. Ah ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça. La dette, il n'y a aucun transport de voyageurs qui se fait en auto-gestion, je veux dire en autofinancement. Si les routiers ou les autocars devaient payer les routes, ou si les avions devaient payer les taxes, les taxes impôts sur le kérosène, ils ne seraient pas rentables non plus. Donc c'est bien un choix politique qu'on doit faire, de dire l'argent de nos impôts, il sert à avoir des relations entre les grandes villes, des relations ferroviaires, des écoles à tel endroit, des lycées, etc. C'est ça la cohésion nationale, c'est ça. Vous êtes bien sûr Radio B, c'est Solid Rock, et ce soir c'est Paroles de grévistes. Qui prend la parole, Stéphane ? Ouais, je veux bien, on va faire une petite... on nous parle souvent de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la privatisation. J'ai quelques chiffres, je vais vous les faire partager. Donc en Angleterre, il y a eu un passage privatisation du rail. Et donc ils ont fait une comparaison entre les 20 années de service public et les 19 ans effectués sous le régime privé, et il s'avère que les trains publics étaient plus ponctuels que les trains privés finalement. Et puis également le prix moyen des billets, il a augmenté de 117% en Angleterre. Combien ? 117. Alors 117, ça veut dire que ça a plus que doublé ? Multiplié par 3,5 exactement. Je ne suis pas matheux, je te le dirai pas. Et le prix de l'abonnement, lui il a augmenté de 27% depuis 2010. Voilà. Et ça c'est pour l'Angleterre, il y a plein de chiffres en Angleterre, ça fait peur, donc ils peuvent plus payer le train, en gros les Anglais. Si on peut donner un exemple, j'en ai un sous les yeux, c'est Londres-Manchester, 93 livres en 95, il est passé en 2015 à 329. Donc ils veulent faire de l'argent, quoi. C'est à peu près ça. Sans se soucier du bien commun, évidemment. En Allemagne, qui est le grand exemple donné par tout notre gouvernement, donc le trafic régional, comme ce qui va se passer chez nous, ce qu'ils veulent faire, il est placé sous l'autorité des Länder. Donc les Länder, ça correspond un peu à nos régions. Voilà. Et donc les Länder, elles ont alloué au transport en 2017, l'année dernière, un budget de 8,2 milliards d'euros, les Länder, pour le budget pour le transport TER. Et en France, nous, c'est la moitié, 4,3 milliards pour l'ensemble des régions françaises. Donc en Allemagne, c'est privatisé, mais les régions donnent deux fois plus d'argent que nous, chez nous, le public. Voilà. C'est juste un petit exemple là, en ce moment, et puis les usagers bressans et sur toute la ligne de Bourg-Lyon l'ont vécu.
Vous vous êtes aperçu que souvent, quand vous preniez le train, il y en avait 2 d'habitude. Il y avait 2 rames AGC. Et que souvent, il n'y en avait qu'une. Oui, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Au cœur de l'hiver. Il n'y en a pas assez des rames. Il n'y en a pas assez. Et celles qu'on a, quand elles sont en panne, il faut les immobiliser parce que c'est normal de faire des vérifications, etc. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes entassés, entre guillemets. Il n'y a pas assez d'investissement. Et l'investissement, il vient à retardement, quoi, parce que tout ça, ça devrait être fait déjà depuis un petit moment. Et là, vous vous retrouvez, dès qu'il y a un problème, au lieu d'avoir 2 rames et de contenir 300 personnes. À peu près. Vous vous retrouvez... on est face à 300 personnes empilées les unes sur les autres. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on leur dit aux gens ? Nous, on s'en prend des insultes. Ça, certes, c'est... Parce que quand on se retrouve dans ce cas-là, sachez bien qu'on est les premiers embêtés. Hein. Ça, c'est sûr. Nos conditions de travail sont conditions de circulation. Oh, c'est bien dit ça. Ouais, oui. c'est pas de moi, je l'ai piqué. Oui. Je sais plus à qui, mais je l'ai piqué. Et puis la responsabilité aussi, parce que c'est vrai, quand tu as autant de monde sur une rame simple... À gérer, c'est quasiment impossible. Et le problème est remonté depuis un moment. Hein. Mais la seule chose qu'on nous dit, qu'on nous répond, puisque tous les agents sur le terrain le constatent, que ce soit les agents en gare ou les conducteurs ou les contrôleurs, on fait remonter ces problèmes-là. Donc ça remonte à nos directions, et nos directions vont chercher les informations pour nous apporter des réponses. Et souvent, il y a des rames qui sont en panne. On est en tension, ce qu'on appelle en tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de rames. Et en fait, la situation n'est pas unique en Rhône-Alpes. C'est la même dans toutes les régions, en fait. Donc on ne peut même pas demander qu'on nous prête des rames à droite ou à gauche. La situation est la même partout. Ouais. Et tu racontais tout à l'heure que pour ces histoires de rames, vous aviez été même obligé de faire justement une DCI, ce que l'on racontait tout à l'heure, les concertations immédiates, c'est ça, pour pouvoir justement avoir des vraies infos, et la preuve que ça mène pas toujours à la grève, puisque c'était juste pour avoir des infos, il n'y a pas eu de grève derrière. Non, il n'y a pas eu de grève derrière, parce qu'on voit bien qu'en fait, ils n'ont pas de solution, ils sont coincés par un manque d'anticipation, en fait. Et il a fallu ça pour avoir des vraies infos, en fait. Alors, alors ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils ont embauché... non, ils n'ont pas embauché. Ils ont fait appel à des agents extérieurs à la région, donc à des renforts, sur les centres de maintenance, notamment celui de Vez, par exemple, Lyon-Vez, qui gère les rames AGC qui circulent entre Bourg et Lyon, pour pouvoir justement accélérer la maintenance, pour pouvoir réduire l'indisponibilité des rames en maintenance, pour qu'elle roule, quoi, parce que une rame, ça doit rouler, quoi. Bon, il y a les pas de visite, de maintenance, mais ça doit rouler, quoi. Voilà. Bien. Soit on met un peu de musique, soit je vais parler de la direction, je vais me faire des nouveaux amis et griller ma carrière, je sais pas. J'ai un peu de musique avant. Juste pour les réseaux étrangers, l'Angleterre et l'Allemagne, en Angleterre, plus de la moitié de la population souhaite une renationalisation de leur chemin de fer, quand même. Allez, je grille ma carrière tout de suite ou j'attends la musique comme vous voulez. Vas-y Stéphane. Allez. Non, c'était juste pour parler de la direction. Alors c'est pas l'encadrement immédiat qu'on a chez nous, puisque l'encadrement de chez nous on les connaît, on a travaillé avec eux, on les a formés. Je parlerai plus de la direction beaucoup plus haut, en haut à Paris, qui met la pression, qui veut les jours de repos, veut nous les faire décompter en jours de grève. Oui, non, c'est vrai, c'est bien d'en parler. C'est important ça, de le dire. C'est bien d'en parler. On fait pression sur les gens qui contestent les stratégies de l'entreprise. Voilà, et quand on est de repos, on n'est pas gréviste. Et tous les inspecteurs du travail qui ont eu le dossier entre les mains ont fait remonter que la direction de SNCF était dans l'illégalité. Absolument. Et il y a même des syndicats qui vont ester en justice parce que ce que l'entreprise veut faire est illégal. Et elle le sait très bien. Mais elle va y aller quand même. Elle va aller en justice quand même. Donc là, les syndicats ne se démontent pas et eux aussi vont aller en justice. Voilà. Et au niveau local, on peut parler aussi également de nos copains d'Amberieu. Donc la direction régionale de la SNCF passe beaucoup de temps, au lieu de gérer correctement le trafic et de mettre des trains quand il n'y a pas grève, elle préfère s'occuper de 2 agents des petites mains du chemin de fer, c'est pas les plus haut gradés. Elle fait tout pour les punir, que ce soit moralement et financièrement. Donc on a une petite pensée pour nos copains d'Amberieu, là, qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui vont être punis très sévèrement, pour l'exemple, pour tuer Amberieu. Voilà, donc que la direction sache et que les copains d'Amberieu le sachent, les Bressans sont avec eux et feront tout ce qu'il faut pour pas laisser les copains au fond du trou.
C'est ce que disait Lavili tout à l'heure, tout joue sur la peur. On veut faire peur aux gens, Voilà. que ce soit sur n'importe quelle ère. C'est ça. En plein Mais nous, on sera tout le temps solidaires. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Voilà, Yeah. David, président. Avant de vous dire au revoir juste après, non, on va se dire au revoir tout de suite d'ailleurs, allez, parce qu'on va mettre un morceau après, puis ce sera la fin de l'émission. Donc, merci Pascal d'être venu Merci à toi. à Solid Rock. Merci Stéphane. Merci les solides, c'était très bien. Voilà. Merci Cyril. Merci Fred et Philou de Et votre accueil. merci David. Et merci à vous, c'était super, c'était une super idée et on a été super bien reçus. Et la bière est bonne. Merci. Et merci Émilie. Là-bas, elle est partie de Salut, du Émilie. micro, mais elle est juste à côté. Puis le débat intéressant. et, Débat intéressant. Encore une fois, il y avait qu'on pourrait- Sudrail était présent, CGT était présent, non syndiqué. Les autres syndicats étaient invités avec plaisir. Ils n'ont pas pu venir, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, hein, ils n'ont pas pu tout simplement. Donc une belle solidarité chez les cheminots, pourvu que ça dure. On et finit. puis, qu'on le souhaite avec tous les auditeurs aussi, puisque maintenant je pense qu'avec un débat pareil, il y a peut-être des têtes qui vont se gratter en se disant mais au fait, qu'est-ce que je veux comme société, Voilà. qu'est-ce que je veux Oui, comme c'est un service choix de public, société, en qu'est-ce fait. que j'ai besoin en fait. Faites tourner le podcast, hein, Voilà. vous écoutez Solid Rock sur le podcast, et puis vous écoutez Solid Rock aussi la semaine prochaine. Hein, on reviendra à la musique Le tous les 15 jours. podcast va être dispo dès ce soir. Hein. Dès qu'on le met dans la boîte, il est dispo. Boum badaboum. Voilà. Allez, c'est comme ça. Et voilà. On vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci. Il en faut beaucoup. Hein. Et s'il faut, on vous revenez refera. quand vous voulez. Voilà. On viendra fêter la victoire. Rendez-vous le 14 mai devant la gare de Bourg-en-Bresse. En parlant de victoire, on avait attaqué Peur du foot, on dit donc qu'on était supporters de l'OL. Il faut quand même signaler que nous sommes deuxième du championnat dorénavant. Parce que nos amis marseillais, nombreux en gare de Bourg, ont fait un petit match nul. Au moins ma génération c'est plus Saint-Étienne Bon, Qui marche fort, qui marche fort. qui marche. Ça on arrivera va peut-être. finir avec, si on finissait avec Gilles Servat encore une fois. Bah, tiens. Le grand Gilles, Allez. avec une chanson magnifique où il parle de la grève. Et elle s'appelle Chanter la vie, l'amour et la mort. Ça date de 77. À la semaine prochaine, les auditeurs de Solid Rock. Merci à Radio B de nous avoir permis de faire cette émission. Merci Ouais, à toi, un grand Philippe, merci. à la Merci. technique. Encore une fois, Radio B, c'est une parole libre et engagée. Bonsoir à tous. Bye bye. Très bien. Bravo. Super.